Alors, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, Monsieur Stourzé, c'est en fait de vous présenter en me donnant votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance. Je m'appelle Marcel Stourzé. Je suis né le 9 juillet 1913 à Boulogne-sur-Seine. Alors, votre... Mon père était rabbin et également le responsable du tribunal rabbinique pour toute la France. Mon père venait de Palestine. Il est parti de Jérusalem, où il était élève à la yeshiva, et dans laquelle il était interdit d'étudier les auteurs profanes. Je vous rappelle que la fin du siècle, pas le dernier, mais le précédent, voilà, c'était l'époque justement, voilà, des philosophes, là, le siècle des Lumières. Et mon père, mon père, s'était passionné pour l'étude de l'hébreu, de l'araméen, des origines, du syriaque, de l'assyrien. Et pour ça, il avait été nécessaire qu'il apprenne le français et l'allemand, puisqu'à l'époque, c'était que dans cette langue qu'il y avait des spécialistes pour les langues anciennes. Donc il a décidé de continuer ses études rabbiniques dans une école rabbinique dans laquelle on pouvait étudier les auteurs profanes, les philosophes. Et il y en avait que deux, c'était Berlin et Paris. Il est donc parti en 96 de Jérusalem, et comme il avait perdu son père longtemps avant, il n'avait pas beaucoup de moyens, il est parti à pied, il a fait le tour de la Méditerranée, et il est arrivé 2 ans après à Paris. Il a demandé à s'inscrire à l'école rabbinique, hein. Il a été accepté, et il a fait les études rabbiniques pour être rabbin. Et comme il était un talmudiste très capable, très connaisseur, on lui a demandé d'être le secrétaire du Beth-Din, du tribunal rabbinique. Jusqu'au jour où le baron Edmond Rothschild, qui avait son château à Boulogne-sur-Seine, a voulu avoir son rabbin, et on lui a conseillé de demander au rabbin Stourzé, feu mon père, et il est venu à Boulogne. Et d'ailleurs, en 1912, on a inauguré les synagogues de Boulogne que le baron Edmond Rothschild a fait construire sur ses terres. L'un qui existe encore, c'est la synagogue de Boulogne. Ma mère est de Francfort am Main. Un jour, la baronne de Rothschild a dit à mon père, il n'est pas normal qu'un rabbin soit célibataire. Si vous allez à Francfort, j'ai une amie qui a une fille qui est très belle et très intelligente. Papa est allé à Francfort, a rencontré ma mère, ils sont tombés amoureux tous les deux et ils se sont mariés. C'était quelle année? Ça devait être en 1906. C'est vous dire. Et ils se sont installés à Boulogne. Donc, votre mère est issue d'une famille allemande, juive. D'une famille juive allemande, dont l'origine était de Pologne, car l'oncle de ma mère, le grand rabbin Perlmutter, était le grand rabbin de Łódź et le premier juif député à la Diète en Pologne. Je vous parle d'il y a de très nombreuses années. Quelle était la tradition religieuse du côté de votre mère? Une tradition religieuse
je dirais, attaché au rite, aux habitudes, voilà, donc religieuses, orthodoxes, mais pas ultra-orthodoxes. Feu mon père était pour lui aussi très religieux, mais très tolérant pour les autres. Là, c'est comme ça que j'ai été élevé. À Boulogne, voilà, où j'ai fait toutes mes études à l'école maternelle, à l'école primaire, voilà, et papa a souhaité que je devienne moi aussi rabbin et que j'entre à l'école rabbinique. Or, il se trouve que j'ai été dans la classe du certificat d'études à l'âge de 10 ans et demi. Donc je suis rentré très jeune à l'école rabbinique alors qu'on y entrait en étant bar mitzvah à 13 ans. Ce qui m'a permis de préparer très rapidement le bachot. Mais je dois dire que chez mes parents, la vie était très difficile. Nous avons été 8 enfants et les salaires rabbiniques n'étaient pas très élevés et feu mon père avait des principes, jamais il n'aurait accepté un don pour lui. D'autant plus qu'il a créé en France le Tseiré Mizrahi, c'est-à-dire les sionistes religieux. Il faut bien se rappeler que dans cette période, en France, la majorité des Juifs, là, n'étaient pas très sionistes. Et s'appelaient surtout des Français de religion israélite. Alors dites-moi, c'est à quelle époque, à quelle année à peu près, vous vous souvenez 1923. C'est donc juste après le mandat d'Israël sur la Palestine aussi. Est-ce qu'il y a un lien pour vous? C'est après. Oui. Là, mais moi-même, j'ai créé en 1929 le Tseiré Mizrahi, la jeunesse, la sioniste religieuse. Là. Donc, parallèlement à mes études à l'école rabbinique, j'ai cherché à avoir un autre métier. J'ai voulu d'abord faire la médecine, mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être médecin et rabbin. Là, j'ai donc bifurqué sur la chirurgie dentaire. À l'époque, les études de chirurgie dentaire se faisaient dans des écoles privées et non pas à la faculté de médecine, sauf le diplôme qui était reconnu par la faculté de médecine. Donc je me suis inscrit le soir dans une école dentaire. Voilà comment je suis devenu parallèlement un chirurgien dentiste, mais je n'ai pas fini les études rabbiniques, là, parce que ça ne plaisait pas beaucoup à l'époque aux autorités rabbiniques, là, qu'on ait un autre métier, là, et qu'on soit aussi sioniste. Alors expliquez-moi pourquoi le fait d'être sioniste, poser quelques... Parce qu'on était français, et qu'être sioniste marquait qu'on souhaitait de nouveau un État juif aussi. Que par conséquent, il était difficile d'associer la nationalité française et une nationalité israélienne. Alors c'est vrai que... Mais si ce n'était pas pour nous-mêmes, c'était pour tous les juifs, là, qui à cette époque étaient victimes de pogroms, là, de manifestations antisémites,
là, car je vous rappelle que les premiers pogroms dans les pays de l'Est datent de 1882. Si même on veut remonter plus loin, je vous rappellerai l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal au XVIe siècle, et que... Oui, c'est 1492 72. Oui. Oui, c'est vous dire que c'est très ancien, Oui. et que ces Juifs sont allés dans d'autres pays de la Méditerranée, sont même allés en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ou en Hollande, comme Spinoza. Ou en Hollande aussi, voilà. Mais ça, les Juifs ont toujours été très voyageurs. Là. Donc, les Français, les Juifs vivant en France de familles anciennes, parce que les Juifs en France, ça il y a très longtemps, là, même s'ils ont été chassés de France, je vous rappelle qu'en 1090, ils ont été autorisés à revenir. Là. Donc, c'est vous dire que c'est très ancien, les Juifs de France, donc qu'ils estimaient que leur nationalité était française et qu'il ne fallait pas inciter les Juifs, tous les Juifs, à avoir une double nationalité. Mais justement, une petite question sur ce plan-là aussi. À l'intérieur des différents courants du sionisme, il y a aussi des débats, puisque vous appartenez à la tradition du sionisme religieux. Il y a aussi un sioniste internationaliste, il y a les bundistes. Quels sont les rapports entre vous? Les rapports étaient très étroits, car on a essayé de travailler tous ensemble pour aider la création d'un pays où tous les Juifs peuvent se retrouver chez eux. C'était ça la notion. Là. Donc, à mon sens, je pense que tous les Juifs auraient dû continuer à aider, mais je vous rappelle qu'il s'était créé le Keren Kayemet pour les plantations d'arbres, le Keren Hayesod pour aider tous ceux qui en avaient besoin, voilà, et que malheureusement, il n'était pas très aidé par l'ensemble de la communauté juive, loin de là. J'ai encore quelques questions à propos de votre père. Au fond, votre père quitte Jérusalem en 1896 et engage ce périple à travers la Méditerranée vers Paris. Qu'est-ce qu'il avait amené à Jérusalem? Comment vous savez, savez-vous comment il s'est trouvé là? Je suis d'une famille rabbinique. Feu mon père était rabbin, son père était le chef de la yeshiva de Sfat. Son père était le Rebbe Minskerov, le grand rabbin de Minsk, qui avait une réputation extraordinaire. Voilà. On disait qu'il était un rabbin miraculeux. Son père était Reb Moshe Yerushalmirov, avait été aussi à la yeshiva de Jérusalem comme rabbin. C'est vous dire que, et si on remonte chaque fois autour de la mer Noire, de cette région, ils faisaient tout le tour, là, les uns et les autres, de père en fils. Voilà comment mon père a été un voyageur aussi, et est venu là, en s'arrêtant dans toutes les communautés qui l'ont aidé. À l'époque où votre père, votre famille se trouve donc à Boulogne, est-ce que la famille envisage parfois, et votre père notamment, puisque c'est la ville où il a vécu, de revenir à Jérusalem? Nous avons
envisagé fréquemment. Je me souviens, c'était en 1931, là, que mon père a refait un voyage en Israël pour revoir. Et à cette occasion, il y a eu une réception qui a été offerte. Voilà, et il y a un grand rabbin là qui a dit: ah, si Chaim Sturze part en Israël, c'est qu'il a dû se disputer avec sa femme. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre là que papa y aille pour se retrouver en Israël et étudier comment il serait possible pour nous un jour d'y aller. Votre mère, parlons-en, qu'est-ce qu'elle pensait de la possibilité d'aller en Israël, justement? Elle trouvait ça très bien, voilà, mais elle souhaitait que ses enfants, comme mon père, fassent leurs études en France, car je vous rappelle qu'à l'époque, là, pour faire des études complètes, là, ça n'existait pas là dans tous les pays, et que Paris était une ville dans le monde qui était renommée pour la qualité de ses études. La Sorbonne et les grandes écoles déjà, ils étaient vraiment à donner l'exemple. Là, donc, ils souhaitaient qu'on fasse des études et qu'ultérieurement, là, si on le souhaitait, on aille s'installer aussi en Israël, ou qu'on reste en France et qu'on soutienne Israël. Et lorsqu'on c'est évoque... ma mère qui a créé, avec deux de ses amis, dont Maître Yvonne Netter, et la femme médecin, Madame Lebovici, l'Union des femmes françaises pour la Palestine, qui est devenue après mondiale, là, ce mouvement des femmes pour la Palestine. Mais c'était le début, mais il n'y en avait pas beaucoup autour d'elle qui ont accepté. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'école, puisque vous avez prononcé ce mot. Quelles étaient les matières favorites pour vous? Qu'est-ce que vous aimiez à l'école? L'école rabbinique, c'était les lettres. C'est-à-dire d'étudier le latin, le grec, et d'étudier le français. C'est ce qui m'a amené peu à peu là, à me passionner un jour pour l'histoire de France aussi. L'histoire de France, c'est l'histoire des Juifs en France. Or, je vous rappelle, que c'était en 72 de notre ère, Titus en 70 avait conquis Jérusalem, et quand il était à Jérusalem, son armée était approvisionnée par des Israéliens. Et quand il est venu combattre les Germains en 72, les Juifs ont suivi l'armée pour continuer à l'approvisionner. Et voilà comment ils ont été colonisés les premiers au bord du Rhin. Là, ça n'est que 10 siècles après qu'ils ont été chassés, qu'ils sont partis en Pologne, où ils se sont retrouvés avec des Juifs là, venant de Palestine, venant même d'autres des pays au bord de la Méditerranée, et qu'ils ont créé une langue qui est le yiddish, dont la base était l'allemand de ces Juifs qu'il avait appris en combattant les Germains. Qui mélangeait aussi des mots d'hébreu pour cette raison. Mélangé avec les mots d'hébreu, ça a été le yiddish. Alors justement, quelle langue parle-t-on à la maison chez vous? Chez nous, on parlait l'allemand, le français d'abord, et l'allemand qu'on a appris là parce que ma mère tenait, et papa trouvait ça aussi très bien, qu'on apprenne l'allemand
Là, ce qui a été une bonne chose, ce qui m'a servi ultérieurement. Et le yiddish, vous ne l'avez jamais pratiqué Alors, le vraiment? yiddish, je l'ai appris, non, jamais. Si, quand j'étais au camp à Bunamonowicz, à côté d'Auschwitz, là, il y avait des juifs polonais qui m'ont dit toi, tu n'es pas juif. Du redest nicht Jiddisch, du sprichst Hochdeutsch. Tu ne parles pas le yiddish, tu parles que l'allemand. Alors j'ai appris le yiddish avec eux. Voilà pourquoi je connais aussi le yiddish. Là. Donc voilà. Donc j'ai fait des études à l'école rabbinique, j'ai fait des études à l'école dentaire. Là, et je suis devenu dentiste. Alors dites-moi sur les langues encore, il y a une langue que nous n'avons pas évoquée et pourtant nous avons prononcé le mot, c'est l'hébreu. Est-ce que vous avez appris l'hébreu? Je parle l'hébreu aussi. Mais à cette époque aussi, vous apprenez l'hébreu? Je l'ai appris, non? Et je l'ai appris à le parler, mais c'est plus, dirais-je, la langue de l'hébreu biblique que l'hébreu moderne. Mais comme je vais fréquemment en Israël, pour ne rien vous cacher, je suis gouverneur depuis 31 ans de l'université de Haïfa. Et je contribue, dans la mesure où c'est possible, à aider la création des bourses. Et même, il y a 3 ans, avec 2 de mes collègues, nous avons été invités par le ministre de l'Éducation de Jordanie à déjeuner à Amman, parce qu'il souhaitait nous demander qu'on prenne encore plus d'élèves de ce pays, comme de l'Arabie saoudite, car dans leur pays, ils n'ont pas d'université. Donc nous en avons. Le judaïsme français n'était pas pro-sioniste. La deuxième chose, il m'a dit, mais vous faites en même temps des études profanes. Ah, et vous êtes boursier. Parce qu'étant élève à l'école rabbinique, fils de rabbin, je ne payais pas, ni pour y dormir, ni pour être nourri. Ça m'a tellement déplu, choqué. J'ai dit, excusez-moi 2 minutes, il a pensé que je voulais aller aux toilettes. J'ai dit à sa secrétaire, donnez-moi une feuille de papier, monsieur le rabbin, je vous donne ma démission d'élève à l'école rabbinique. Il a envoyé le grand Amalibert, mon parrain, pour demander à papa que je revienne sur cette décision, mais papa a dit non, mon fils a plus de 18 ans, il est majeur, c'est lui qui décide. J'ai dit non, j'étudierai avec toi, papa, et pendant les 2 ans où il a vécu jusqu'en 34, car il est mort en juillet 34, là j'ai travaillé avec mon père. Voilà pourquoi aujourd'hui, de tous les côtés, on me reconnaît un peu comme rabbin. Là. Alors, il y a une question là-dessus. Vous faites partie d'un mouvement de jeunesse sioniste, c'est ça? Oui, la jeunesse mizrahiste. Que vous avez créé en 29, hein? Oui, mais à l'heure actuelle, je fais partie de tous les mouvements sionistes que je soutiens, autant que je peux, là, de toutes les façons. Alors évidemment, il y a une question que je pose régulièrement avec les témoins, mais à vous, c'est presque une évidence, hein, mais je veux quand même vous poser cette question. C'est quel est le degré d'engagement politique dans la famille et quelle est plus généralement la perception de ce qui se passe dans le monde? Là, on est à la fin des années 20, au début des années 30. Comment on envisage le monde à ce moment-là dans votre famille? Eh bien, on se bat, dirais-je, là, pour l'égalité dans le monde entre tous les hommes, contre l'esclavage qui existait encore, aussi bien en Afrique que en Amérique, dans le sud des États-Unis, et un peu partout dans le monde. Dans les pays d'Asie, etc. Donc,
J'ai participé à toutes les activités, entre autres avec un homme dont vous avez peut-être entendu parler, là, qui a été un jour une personnalité, avec Mendès France, que j'ai bien connu aussi. Là, donc, je suis un homme, non pas de gauche, mais de centre. Je suis partisan de l'égalité entre tous les hommes, de la nécessité de leur apprendre à tous comment ils doivent par eux-mêmes faire des efforts pour vivre et des efforts également autour d'eux. Ma mère avait un terme qu'elle employait toujours, elle nous disait « il faut être gentil ». Qu'est-ce que c'est qu'être gentil? C'est essayer de montrer à tout le monde notre affection, notre compréhension, notre respect. C'est ce que nous enseigne le judaïsme. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un commandement de la Torah qui vous enseigne « Ve'ahavta l're'echa kamocha » que tous les rabbins ont traduit, et même dans d'autres religions, les curés et autres pasteurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, Ve'ahavta l're'echa, tu aimeras vers l'autre. C'est pas le prochain, c'est l'autre. C'est tous les autres. Tu feras un effort vers tous les autres pour les respecter, pour les aimer. Qu'est-ce que signifie les aimer? C'est leur témoigner notre compréhension. Voilà. Eh bien, j'ai appris à comprendre ce commandement. Alors, nous allons nous acheminer donc vers les dates importantes de l'histoire de l'Europe. Et là, vous avez 20 ans à cette époque-là. Est-ce que vous souvenez de janvier 1933? Spécialement, je ne peux pas vous dire. Je me souviens, là, de tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Voilà. Au cours de ces années. Je me souviens aussi de l'hitlérisme. Et janvier 1933, c'est le début de l'hitlérisme. Mais moi, je l'ai ressenti, là, à travers justement mes parents, depuis 1919. J'ai ressenti également en France les mouvements extrémistes, là, d'extrême droite déjà, pour lesquels j'ai essayé de combattre là, autour de moi, de toutes les façons, pour dire ça n'existe pas. Là, malheureusement, déjà à cette époque, là, il a existé des mouvements en France là, qui étaient d'extrême droite ou qui s'en rapprochaient, qui se rapprochaient des Allemands, de la notion hitlérienne. Oui. Et surtout, pour ceux qui ont eu connaissance là, des règles de Mein Kampf, qui étaient les règles, voilà, à l'époque, que Hitler a élargi dans le parti national-socialiste, c'est le Deutsche Nationalsozialist Allgemeine Partei qu'il a créé, alors qu'avant c'était le Deutsche Allgemeine Partei, là c'était le parti des travailleurs allemands. Après il l'a élargi aux travailleurs et aux nationaux socialistes. Là, et il a expliqué dans Mein Kampf que signifiait ce national-socialisme, l'arianisme
et entre autres, tout particulièrement, l'antisémitisme contre les Noirs aussi. La dimension antisémite de la montée de l'antisémitisme dans l'Europe de ce temps-là, et d'ailleurs on sait aussi qu'un antisémitisme très politique naît aussi dans l'Empire d'Autriche-Hongrie dès le milieu du XIXe siècle, qui va présider et procéder au mouvement sioniste, à la réponse que Herzl donc donne à cette situation, puisqu'il est témoin de l'affaire Dreyfus. Est-ce que vous-même, dans votre vie, dans la vie de votre famille, vous recevez des signes de cet antisémitisme ou même des actes? Pas spécialement. Pas spécialement, parce que je dois dire, voilà, que ce soit même à Boulogne, voilà, il y avait très peu de juifs. Et on se montrait là très ouvert pour tout le monde, de tous les côtés. Et à l'école, et puis ensuite au lycée, là, je dois vous dire, mes sœurs allaient au lycée Molière, qui était le seul lycée de femmes qui était à Auteuil. Là, et papa a trouvé normal qu'elles y aillent le samedi, mais les professeurs les ont autorisées à ne pas écrire. Elles n'écrivaient pas ce jour-là, mais elles suivaient des cours pour apprendre, etc. Donc c'est vous dire quel était l'état d'esprit de papa, et d'un autre côté qu'on ne cherchait pas à se différencier l'un des Français autour de nous. Alors l'autre question qui est liée à tout ça, c'est que vous évoquez la montée des ligues fascistes en France même. Oui. Là, vous avez 20 ans, 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe en 1934, le 6 février? Oui, il y a eu à ce moment-là cette histoire, ce problème près de là où il y a les députés, près de la Chambre, près de la place de la Concorde jusqu'à la Chambre des députés, etc. Oui, mais je dois dire que la majorité des Français étaient contre cela, n'étaient pas partis. C'était réservé à une minorité. Donc, on était contre, mais on ne pouvait pas se battre contre eux parce qu'on ne les rencontrait pas. Là, il fallait vraiment y aller, etc., ce qui n'était pas le cas. Voilà pourquoi c'était totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Là, je vous rappelle aussi qu'à cette époque, il y avait beaucoup moins de juifs en France, hein, et que d'un autre côté, il y avait, depuis déjà les problèmes là, des pogroms, il y avait déjà des juifs venant des pays de l'Est, là, qui formaient des communautés à part, parce que les juifs français ne voulaient pas les reconnaître. C'était ce qu'on appelait le Pletzel, le quartier juif. Ça posait beaucoup de problèmes. Si on continue à avancer sur ce fil historique, est-ce que vous vous souvenez des lois de 1935 en Allemagne ou de 1938, de la Nachtkristall, oui, du 9 novembre? Très bien. Là, malheureusement, très bien. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé le comité de boycottage des produits allemands. Et que dans les grands magasins, entre autres, comme les galeries ou Monoprix, était affiché que les représentants allemands ne sont pas reçus. Je suis un de ceux qui ont contribué à établir cette règle de boycottage après la Kristallnacht, surtout. Oui, mais il y a toujours eu jusqu'à la guerre, là, des communautés juives là qui venaient de l'étranger et la communauté des juifs français, là, dont une partie était des juifs alsaciens, qui datent
du début, là, de notre ère. Là, c'est très vieux. Là, donc, c'est vous dire que il était difficile à cette époque, car il se créait d'un côté l'extrême gauche, l'extrême droite, et un parti du centre, le radical-socialisme, l'un qui correspondait à notre façon de penser, là, à la mienne tout au moins. Là, voilà pourquoi j'ai beaucoup été partisan de Léon Blum et de ses lois, justement. Voilà. Je vous dirais, quand on a fixé la loi de 40 heures, dans le commerce, on l'a mis à 48 heures, 6 jours à 8 heures, alors qu'on faisait avant 6 jours à 10 heures. Non. Donc, c'est vous dire qu'il y a eu toute cette évolution que moi j'ai suivie dans ma façon de penser et ma façon d'être. Donc, vous êtes très conscient, finalement, puisque vous participez à cette campagne de boycott des produits allemands, vous êtes très conscient, clairement, que la situation de l'Allemagne est un danger. Est un danger pour tout le monde, et qu'il est nécessaire d'agir. Mais je vous rappelle que c'est à la même période qu'il y a eu les accords de Munich. Et quand c'est Daladier qui est rentré de ces accords, et à titre exceptionnel, il est rentré en avion jusqu'au Bourget, c'était le seul aéroport, et là, quand il débarquait, il y avait plus de 100 000 Parisiens et banlieusards qui étaient réunis, là, et pour l'applaudir sur ces accords, parce que, considérant beaucoup de gens que ça amenait la paix. Et pourtant, Daladier s'est retourné en disant à ses adjoints, excusez les termes, là, cette bande de cons, ils n'ont rien compris. Car lui-même avait signé quelque chose qu'il n'appréciait pas. Et là, il faut bien dire que ces accords acceptaient l'occupation de l'Autriche, acceptaient l'occupation des frontières, d'étendre le pays à droite et à gauche, de tous les côtés. Donc, et toutes les décisions qui étaient prises là par le gouvernement, justement, Hitler, antisémite, arianiste, donc contre tous les autres. Alors, à ce moment-là, oui, de la drôle de guerre, en septembre 1939. Bon, j'ai été mobilisé. Là, dans l'armée, dans le service de santé, mais non pas en tant que dentiste, car j'avais fait mon service militaire comme dentiste, mais dans l'intendance. Donc, j'ai fait la guerre. Et j'ai fait la guerre dans une division, la division blindée. Nous sommes montés en mai 40 en Belgique. De là, nous sommes repliés pour aller nous embarquer à côté de La Panne pour l'Angleterre, mais il y a un Belge qui nous a dit « N'y allez pas, les Allemands sont descendus sur Malo-les-Bains » et sur Dunkerque, où j'ai fait l'embarquement pour l'Angleterre. Nous sommes rentrés là, emmenés en train jusqu'à Plymouth et pris un bateau où nous devions revenir par Le Havre. Là, mais nous avons appris en cours de route que les Allemands y étaient, donc on a débarqué à Brest. Là, on a pris le train pour Paris, là, pour aller retoucher du matériel et aller nous battre à Vernon. De Vernon, on s'est replié
jusqu'à Tours. On a fait la défense de Tours. Je ne sais pas si vous connaissez Tours, il y a un pont. On était d'un côté du pont, les Allemands de l'autre côté, ils empêchaient de venir, et ils ont déclaré Tours ville ouverte. Donc on a dû se replier, et nous sommes repliés jusqu'à côté de Périgueux, à Brantôme. Et là, il y a eu l'armistice. Alors, les officiers, nous voulions nous embarquer pour le Maroc, à Sète, mais on nous a fait remonter sur Châteauroux, à la ligne de démarcation, et là, je me suis fait démobiliser. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque Pétain a déclaré l'armistice, a signé l'armistice? De même que je n'ai pas apprécié chaque fois qu'on nous a dit de nous reculer, de reculer, de reculer, là, alors que nous avions un matériel qui était très important, une unité de char, là, et de détruire notre matériel et de nous embarquer à La Panne. Là, et puis de descendre sur Malo-les-Bains, puis sur Dunkerque. Je dois dire que j'ai été embarqué avec 1500 hommes là dans le dernier bateau qui était un bateau anglais, le King George V, là, parce que celui d'avant était à quai et il y a eu l'aviation allemande qui est venue bombarder et une bombe est entrée justement par le tuyau d'échappement au milieu. Et ce qui fait qu'il a explosé entièrement et qu'ils ont presque tous été tués. Donc le nôtre était au bout du quai, un bateau anglais. Là, et nous avons embarqué. Là, et j'étais là, c'est moi qui les faisais embarquer, si je puis dire, en les faisant se dépêcher. Ensuite, Plymouth, on revient en France. Bon, donc je suis démobilisé. Donc à Châteauroux, vous êtes démobilisé. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faites? Et là, quand j'ai été démobilisé, j'ai appris entre-temps, voilà, c'est au mois de juillet 40, que la direction des galeries et des monoprix était repliée à Lyon. Alors, il faut préciser ça. Vous étiez salarié des galeries et des monoprix. Oui, des monoprix. Mais ils sont repliés à Lyon parce qu'il y avait à Lyon les Galeries Lafayette qui avaient un grand magasin, plus que le Monoprix, et ils s'étaient repliés là. Donc, je ne suis pas rentré à Boulogne, je suis allé directement à Lyon, d'autant plus que j'avais appris par mes sœurs là, que mon appartement était occupé. Ça veut dire que votre appartement à Boulogne avait été C'est mes sœurs qui y habitaient, mais ils étaient déjà venus voler là, un peu tout ce qu'il y avait, etc. Qui ils? La milice. La milice. Oui. Des miliciens. Et vos parents, votre père? Mon père est mort en 34 et maman en 38. D'accord. Donc vous avez encore deux sœurs, c'est ça? J'avais encore deux sœurs, mes deux frères avaient été mobilisés. Ah, je dois vous expliquer pourquoi nous étions 8 enfants. Mon père avait un frère, Jacques, qui est venu en France autour des années 1902, hein, ou deux. Et il a refait des études aussi en France. Et voilà que le baron de Hirsch, qui avait créé les premières colonies juives en Argentine, c'était un Hollandais, le baron de Hirsch, a voulu créer une colonie au Brésil. Et il cherchait un directeur. Mais au Brésil, on parlait le portugais, alors qu'en Argentine, on parlait l'espagnol. Mon oncle Jacques, lui, avait appris l'espagnol. Et le baron de Hirsch, on lui a présenté Jacques.
Il a dit, oui, je vous embauche pour être le directeur de la colonie que je crée du côté de Porto Alegre, dans le sud du Brésil, près de la frontière d'Argentine. Mais vous avez 3 mois pour apprendre le portugais. Il a appris et il est parti là-bas. Et puis voilà qu'il est arrivé là, une famille polonaise qui avait une fille qui devait avoir entre 15 et 16 ans, qui était très belle. Et le directeur de la colonie, l'oncle Jacques, en est tombé amoureux. Et ils se sont mariés. Et ils ont eu un enfant. Et il a estimé que, tout de même, la colonie, le directeur, c'était pas ce qui permettait à une femme avec fils vraiment d'avoir une très belle vie matériellement. Donc il a eu l'idée d'écrire, je vous parle de 1905, 1906, 1906 peut-être, d'écrire au Soyeux à Lyon pour devenir le représentant au Brésil. Et ce qu'il a fait, et que ça a très bien réussi. Et alors il a écrit aux fabricants de lingerie, à Roubaix, à Remiremont, etc., pour être le représentant aussi au Brésil, ce qu'il a fait. Et il a quitté la colonie pour justement faire tout le pays pour y vendre les produits de France. Ça a très bien marché. Et en 1914, il est venu en France pour voir ses fournisseurs avec sa femme et ses 2 enfants, un fils et une fille. Et voilà, c'était au mois de juin ou juillet 14, et le mois d'après, il y a eu la guerre. Il n'y avait plus de bateau pour le Brésil. Donc il a pris un appartement à Boulogne, mais il était devenu brésilien. Donc il n'a pas fait de service pendant la guerre. Il a continué à s'occuper d'affaires, etc. Malheureusement, et ils ont eu un 3e enfant, une 2e fille. Et malheureusement, en 18, sa femme a eu la grippe espagnole et elle en est morte. Donc ma mère a pris la fille, la petite, et on a mis les 2 autres à l'orphelinat de Rothschild. Parce que mon père était militaire. Mais en 21, je dois dire, l'appartement que nous avions à Boulogne, qui était très ancien, il n'y avait pas l'électricité. Et maman nous baignait dans la lessiveuse. Donc il n'y avait pas de salle de bain. Et mon père a trouvé un autre appartement avec l'électricité et la salle de bain. Et 3 pièces, 3 chambres et un salon, une salle à manger. Donc ils ont déménagé et là-dessus, ils ont pris les 2 enfants de l'orphelinat. Et il y a eu les 3 enfants chez nous. Leur père était reparti pour ses affaires au Brésil. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y avait 8 enfants, en fait. 8 enfants. D'accord. Alors, et la milice... pour vous donner un exemple, oui. là, il y avait, à cette époque, 3 chambres, celle de mes parents, la chambre des garçons, et la chambre des filles. Voilà, et une salle de bain, mais ça nous permettait vraiment de profiter. Cette fratrie assez large vit à Paris. À Boulogne. À Boulogne, pardon. Oui. Pendant la drôle de guerre, après la mort de votre mère, ils sont... C'était pendant la Première Guerre. Oui, mais ce qui m'intéresse là, c'est de savoir où ils sont pendant la drôle de guerre, hein. Ces 8 enfants. Je vais y arriver après. D'accord. La drôle de guerre, c'est 1940. C'est ça. Je vais y arriver. D'accord. Donc, l'oncle est reparti au Brésil. Il gagnait beaucoup d'argent dans tous les pays d'Amérique du Sud. Là,
Et ça marchait très fort comme agent de la production française, était très recherché. Et tous les 3 ans, il venait en France, là, et il nous gâtait beaucoup. Là, mais il repartait aussi vite. D'ailleurs, je dois vous avouer qu'il était devenu joueur. Donc, en quelques mois à peine, quelques semaines, il avait perdu sa fortune à Deauville ou à Monte-Carlo et il repartait. Là-bas, les enfants restant chez nous. En 1934, il a souhaité que ses enfants viennent le rejoindre au Brésil. Là. Donc, le garçon, Maurice, était étudiant à l'école rabbinique. Il était né, lui, il était plus vieux que moi, voilà, mais il a toujours eu beaucoup de mal dans ses études, c'était plus long. La fille aînée, Berthe, a commencé la médecine ici. Elle était très brillante, elle est devenue interne des hôpitaux, etc. La troisième, Yvonne, a passé le bac. Elle était née en 1917, vous voyez. Donc en 1934, les 2 filles ont décidé de rejoindre leur père et le garçon n'a pas voulu. Est resté. Bien. Il est donc resté ici. Voilà, donc les filles sont au Brésil. Je peux vous dire que l'aînée est devenue médecin, là, professeure, est devenue même la présidente des femmes médecins du Brésil. Alors, elle vit encore à Rio de Janeiro. Alors la question là qui m'intéresse, c'est de savoir qui y a-t-il dans l'appartement à Boulogne au moment de la drôle de guerre. Je vais venir. La deuxième, là, est devenue ingénieure spécialiste des argiles bitumineux. Elle travaillait pour le gouvernement brésilien pour la recherche du pétrole dans les argiles bitumineux. Voilà, elle s'est mariée d'ailleurs avec un artiste peintre. Là, le Nénette Brecht s'est mariée avec un médecin, etc. Elle vit encore, les autres sont décédés, tous. Bien. Donc, à Boulogne, il y a maman qui décède en 1938. Il y a mes 2 sœurs et mes 2 frères. Bien. Dont le plus jeune, alors ma sœur aînée, qui était plus vieille que moi, était étudiante en médecine. La deuxième était étudiante en droit. La deuxième avait 2 ans de plus que moi et l'autre 3 ans de plus que moi. Mes frères étaient plus jeunes. L'un était né en 15, l'autre en 1918. Donc le deuxième, après le bac, a voulu travailler et est entré dans une affaire là, de fabrique de pâtes alimentaires. Le plus jeune était élève à l'école rabbinique. Il a même eu un premier prix d'histoire au concours général. Donc alors, ces 4 personnes traversent la drôle de guerre à Boulogne, hein, oui, moi dans l'armée et eux à Boulogne. Mais mes 2 frères étaient dans l'armée. Oui. Étaient militaires aussi. Là. Donc après la drôle de guerre, ils sont où vos 2 frères? Alors, l'école rabbinique s'est repliée à Chamalières. Oui. C'est près de Clermont-Ferrand. Oui. Donc mon plus jeune frère était à Chamalières. D'accord. Mais il y a eu un problème. Là, car à Chamalières, l'école rabbinique, le directeur avait loué une grande maison, un grand hôtel particulier, là. Vous savez que c'est le pays de Giscard d'Estaing, là, mais c'était un peu petit pour y loger tous les élèves, donc il m'en a parlé. C'était mon parrain, le grand rabbin Libert.
Je lui ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais aller à Clermont, je vais trouver un grand appartement et nous y mettrons plusieurs élèves qui ne peuvent pas être logés. En particulier 2 qui étaient là, qui venaient de Yougoslavie, qui n'étaient pas tellement appréciés, dirais-je, par les autres camarades. Il y avait des problèmes. Vous savez qu'il y a toujours eu des problèmes qui ont continué à exister. Et le 3e était alsacien. Donc j'ai trouvé cet appartement et j'ai fait venir mes 2 sœurs pour s'occuper des 2. Donc, vous êtes à Lyon. Mon frère Tony, celui qui est né en 15, là, quand il était dans l'armée encore, dans l'aviation, avait rencontré un jour une jeune fille dont le père était le président de la communauté de Vincennes. Et ils ont décidé de se marier, et ils sont mariés au mois de mars 1940. Je suis venu d'ailleurs spécialement pour ça. Et ils ont trouvé un appartement là au-dessus de Vincennes, à Saint-Mandé, où ils sont allés habiter. Là, donc, quand la guerre, là, il était là, mais il était dans la résistance tout de suite. Là. Mon jeune frère, donc j'ai cet appartement et mes 2 sœurs sont à Clermont. Et vous, vous êtes à Lyon? Moi, je suis à Lyon, à la direction des grands magasins, et je suis entré aussi dans la résistance. Alors, dans quel mouvement de résistance et dans quelles circonstances? Parce que j'y ai retrouvé, je dois vous dire que quand j'ai fait mon service, là, comme dentiste, j'ai commencé par être envoyé à l'école du service de santé à Lyon, là, pendant 2 mois, pour apprendre ce qu'est officier du service de santé. Donc, je suis là à Lyon, mais en septembre, le 21 septembre 1941, l'administrateur des Monoprix, Galeries Lafayette, nommé par Vichy, car je vous rappelle que les propriétaires étaient tous des juifs, est venu à Lyon et m'a foutu à la porte. J'ai été le premier juif foutu à la porte en tant que juif. C'est-à-dire, il vous a convoqué, il vous a envoyé une lettre? Il est venu à Lyon et il m'a dit, vous êtes renvoyé. Comme ça? Comme ça. Il m'a même payé une indemnité. Mais il m'a foutu le premier à la porte. J'ai créé une autre affaire à Lyon de bain-blotterie. En gros, d'articles pour écoliers, de jouets, etc. Et j'ai eu des entrepôts, j'ai même caché des aviateurs anglais. Et c'est là que j'ai caché des... J'ai trouvé quelqu'un pour en être le directeur, un nommé André Varsovski, là, qui un jour me dit gentiment, « Ah, j'ai un de mes amis qui vient à Lyon, mais qui ne peut pas descendre dans aucun hôtel. Est-ce qu'on peut le cacher dans nos entrepôts ?» J'ai dit, mais naturellement, il n'y a aucun problème. Il s'appelait Maître Gouguenet, mais il était franc-maçon. C'est comme ça que j'ai appris à connaître la franc-maçonnerie. Alors, finalement, ce qui se passe ce fameux 21 septembre 1941 dans votre vie, c'est très important. Est-ce que les autres signes des lois anti-juives de Vichy vous apparaissent et comment ça vous arrive? Je dois dire que dès le mois de septembre 1940, où il y a eu les premières lois dont j'ai eu connaissance, d'autant plus que le gouvernement s'est replié tout de suite à Vichy, là, par conséquent, il n'était pas loin de ça. En plus, mon jeune frère de Clermont est entré dans la résistance, là, et en 1942, distribue des tracts avec 2 de ses camarades, là, et se fait arrêter par la police française. Alors il dit, mais mes 2 camarades, là, sont des idiots qui connaissent rien, ils sont là que pour me porter mes paquets. Donc,
ils les ont renvoyés. L'un s'appelait Vadnaï, est devenu le grand rabbin de Lausanne. L'autre s'appelait Bouls, est venu le grand rabbin de Luxembourg. Le troisième était Olshansky, qui a été fusillé, d'ailleurs ultérieurement, par les Allemands à Clermont. Et vous-même, donc alors, il a été arrêté et j'ai pu rencontrer l'évêque de Clermont, et grâce à lui qui a été déporté. D'ailleurs, après, le nom me reviendra. Excusez-moi, je ne me rappelle pas toujours tous les noms. Et grâce à lui, j'ai fait la connaissance, là, du juge. Et par là même, là, il y avait le juge d'instruction, je parle du juge, du président du tribunal, le juge d'instruction, mais monsieur, il s'appelait Sève, était antisémite. Donc, mon frère était arrêté également avec 10 étudiants de la faculté de Strasbourg repliés à Clermont. Et il voulait absolument que ces 11 passent devant le tribunal jugement. Je vous rappelle qu'à l'époque, là, ceux qui étaient condamnés par Vichy, là, étaient exécutés. Là, étaient fusillés sans problème. Donc, j'ai pu intervenir là, au point que j'ai été obligé de rencontrer, grâce aux francs-maçons que j'ai connus, le ministre de la Justice de Vichy, là, dont on a obtenu que ce nommé Sève soit nommé à Paris et qu'un autre soit nommé qui n'était pas là, antisémite. Ce qui fait que quand ils sont passés en jugement, là, ils ont été condamnés à 3 mois de prison. Ils avaient fait 3 mois et 1 jour. Et c'est l'évêque qui m'a prêté sa voiture et son chauffeur pour les sortir de la prison, alors que le procureur m'a donné tout de suite la sortie, et 2 heures après, la police était là pour les arrêter. Mais ils n'y étaient plus. Mais je dois dire que mon jeune frère était à la fin de ses études rabbiniques. Et voilà que le grand rabbin Libert vient me voir et me dit « J'ai un problème, c'est que le grand rabbin de France et le consistoire ont décidé qu'on ne pouvait pas avoir un rabbin condamné à la prison, 3 mois de prison, et qu'il avait fait. Et là, un rabbin, là, condamné et anti-Vichy. Donc, on ne peut pas le nommer rabbin. Alors, ils m'ont proposé de le coller aux examens. Il me dit, mais comme c'est toi qui soutiens matériellement, tu viendras, est-ce que tu pourras venir assister aux examens? J'ai dit, d'accord, j'assisterai aux examens. Non seulement il n'a pas été collé, c'était le plus brillant. Mais il avait été pendant Rosh Hashanah de l'année d'avant et Kippour dans la communauté de Nîmes comme rabbin. Et la communauté l'a réclamé. Mais le consistoire a dit non, on ne peut pas le nommer rabbin là, il sera nommé rabbin adjoint de Clermont-Ferrand. Donc il était là, mais ça ne lui plaisait pas, donc il s'est occupé des jeunes. Il était scout aussi des éclaireurs israélites de France, dont moi j'étais à l'origine. Et un jour, il a décidé de faire passer 16, 10, et lui et un autre, ses camarades, de faire passer ces 18 en Espagne. Ils sont allés à la frontière espagnole, ils ont été poursuivis par une patrouille allemande, les 2 ont détourné la patrouille et les 16 sont passés en Espagne, ont été sauvés. Et eux ils ont été envoyés à la prison d'Orthez, et puis de là au camp de Bordeaux. Et c'est là que mon frère est arrivé, et je vous rappelle que ce camp, là, les gens ne travaillaient pas.
Donc c'était le désordre le plus complet, et dans des baraques en ruine, etc. Donc là, il y avait des réfugiés espagnols là aussi. Il y avait beaucoup de non-juifs, dont ceux-là. Alors il demande aux Espagnols, est-ce qu'il y en a un qui pourrait faire un cours d'espagnol? Et il a trouvé un autre, mais un Français qui a fait un cours d'anglais, lui qui a fait un cours de philo. Là, il y a eu un cours de maths et ils ont créé une université. Et Papon, c'était en janvier 1943. Et Papon l'a appris au mois de juin et il a fait déporter les 34 hommes et femmes qui s'occupaient de cette université. Et j'ai appris après la guerre par un jeune qui avait été au camp de Mérignac, c'est Mérignac. Là, il m'a dit, mais même le directeur a dit, mais c'est malheureux que Papon les ait fait déporter parce que le bordel s'est remis dans tout le camp. Alors que grâce à eux... Votre frère était sur la liste de ces 34 ? Oui. Les 34 parce que c'était lui le chef. Et il a été déporté où ? En Pologne, à Auschwitz. D'accord. Et là, il a été affecté d'ailleurs au Canada. D'accord. C'est-à-dire ce bâtiment où on rassemblait tout ce qui était pris sur les déportés, y compris les dents en or, qui étaient transformées en lingots, là, et que les chefs, dont Goebbels et autres, ont fait mettre dans les banques en Suisse. Là. Et puis un jour, ils ont été désignés, dont mon jeune frère, pour aller dégager le ghetto de Varsovie, les révoltés du ghetto. Ça avait tout démoli, il fallait tout déblayer. Et puis voilà que il y avait un de ses camarades qui était plus âgé, il y avait son fils qui était là aussi, là, qui restait là. Alors il lui a dit, ben, toi tu n'iras pas, et moi j'irai à ta place. Donc il est allé dégager Varsovie. Mais là, il y avait les capots qui volaient le pain. Alors un jour, un capot, il lui a reproché de voler le pain. Celui-là avait une matraque à la main et lui a fracassé le crâne. Il l'a tué. Et quelque temps après, quand c'était fini, les déportés ont été ramenés dans les camps d'Auschwitz et il y en a quelques-uns à Bouna. C'était à 11 km d'Auschwitz. C'était Auschwitz III, dont un jeune médecin grec, et qui un jour me dit, tiens, mais tu t'appelles Sturze, mais j'ai connu un Sturze. Là, je dis, ben qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il m'a raconté, c'était mon jeune frère. Voilà comment celui-là. L'autre, celui qui était un peu plus âgé, Tony, a pu obtenir, voilà, par la résistance, là, le canon, nouveau canon anti-aérien allemand. Et nous l'apportait. Mais à la ligne de démarcation avec sa femme, qui était enceinte d'ailleurs, ils se sont fait prendre. Et ils ont été envoyés à la prison de Troyes. Et après ça, de Troyes, ils ont été envoyés à Auschwitz. Et ils sont morts là tous les deux. Là. Mais je dois vous dire, quand j'ai appris qu'ils étaient à Troyes, j'ai obtenu du cardinal Gerlier, j'ai dit, ben, je vais aller les voir. Là, quand j'étais élève à l'école rabbinique et même après, papa était aussi l'aumônier des prisons et hôpitaux. Et me dit un jour, je ne peux pas aller dans les prisons, j'ai pas le temps, etc. Tu vas m'y remplacer. Alors j'ai mis la soutane et je suis allé là. Je dois dire que c'était dans la banlieue de Paris, la grande prison. Bon, je vais vous dire, dans cette prison, l'église, il y avait une chapelle là, et il y avait des boîtes en métal
car les prisonniers, chacun était dans une cellule, et on les amenait à l'office, chacun dans cette prison fermée. Alors que pour les Juifs, là, j'ai demandé qu'ils soient à côté de moi. Ils étaient que 6. Donc, pour dire la prière, et le seul endroit où on pouvait se réunir, c'était dans la chapelle. Bien. Alors, du coup, le curé a demandé que les autres prisonniers non juifs, les chrétiens, soient aussi libres de se mettre autour du prêtre, ce qu'ils ont obtenu. C'est vous dire que dans ma vie, j'ai été amené à faire indirectement beaucoup de choses. Là, là. Parlons de vous maintenant. Vous êtes donc à Lyon révoqué ou licencié, viré en tout cas. Je m'occupe là des problèmes de résistance, là, et particulièrement là, des problèmes des 42 et surtout 43, des STO. C'est de 43. Donc, comment faire et je m'étais occupé aussi du maquis de lin. Donc, je suis allé dans un coin qui s'appelle Breno, qui n'est pas loin de Nantua, pour créer là un endroit où on peut accueillir là ceux qui ne veulent pas partir au STO, et même des Juifs là qui ne savent pas où aller. Je dois dire que j'ai obtenu du cardinal Gerlier beaucoup de certificats de baptême. Et quand, au cours du procès de Barbie à Lyon, il y a eu le Progrès qui a organisé un colloque sur Barbie et ce qu'il avait fait, et il y a quelqu'un qui a attaqué le cardinal Gerlier, primat des Gaules, pro-viciste. Et je l'ai interrompu en disant non, moi, chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il a toujours cherché. Et pour des enfants qui ont été amenés dans des familles, il allait leur dire, attention, ils sont juifs, les élevez pas comme chrétiens, mais comme juifs. C'est vous dire que... Alors, moi, je l'ai connu, le cardinal Gerlier. Et là, à cette époque, donc on est en 1942, 43, est-ce que vous avez... Quels documents administratifs avez-vous en votre possession pour prouver votre identité? J'ai ma carte d'identité de Français, là, qui a même le tampon de juif dessus. Là, je m'occupe aussi de la Fédération des sociétés juives de France, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient des Juifs de Pologne. Là, on avait créé là tout un lieu pour les accueillir dans la banlieue de Lyon, là, et on cherchait tous les moyens pour leur avoir des certificats de baptême, pour changer les noms, d'avoir des faux papiers, etc. Donc je m'en suis occupé aussi beaucoup, tout en travaillant, parce que je dois vous dire qu'en 1941, je me suis marié avec une jeune fille. Là, il se trouve qu'il y avait déjà avant la guerre, avant à la SCA, c'est la centrale d'achat des Monoprix, un monsieur qui était importateur là de jouets, en particulier d'articles venant du Japon, là, qui avait une grosse affaire de gros là dans tous ces domaines, là, et qui était un des fournisseurs de Monoprix dont j'ai fait la connaissance, Monsieur Bloch, et que j'ai revu là comme fournisseur, et qui m'a invité à dîner. Il avait une fille et un fils, et une nièce. Là, j'ai rencontré la nièce, et nous sommes devenus amoureux, et nous nous sommes mariés. C'est aussi une famille d'origine ou une famille de tradition juive? Tradition juive,
pas très religieuse, mais un peu. Nous avons été mariés par le grand rabbin d'Ibère et le grand rabbin de Lyon, là, sans problème, là, une réception dans un des grands restaurants de Lyon dont j'avais été client, là déjà, avant la guerre, là, etc., qui a tenu à nous faire un repas cachère, pour mon mariage en 1941. Et donc, et nous avons eu un fils. Bon. Donc nous sommes nous-mêmes à Breno, au mois de juillet 1943, à nous occuper justement de tous ces réfugiés-là, à trouver des activités, à trouver de la nourriture pour eux, à trouver même de l'argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein, de Suisse même, là, de tous les côtés. Bien. Et là, je suis convoqué, à la suite de l'arrestation de Moulin, là, je suis convoqué à une réunion d'état-major à Lyon. Des cadres de la résistance. Des cadres de la résistance. Donc, je redescends à Lyon et ma femme me dit, mais nous avons un fils qui a 1 an et demi maintenant, et ici, je ne trouve pas de quoi l'habiller. Donc, je descends avec toi, on n'est pas venu depuis 3 mois, bien, et nous redescendons à Lyon, à mon appartement. Et là, je dois vous dire que il y avait ma belle-mère qui était restée. Nous y sommes et nous disons, on va aller coucher aux entrepôts. Et elle nous dit, mais pourquoi vous n'étiez pas là depuis plusieurs mois, personne ne sait que vous êtes là, couchez donc ici, il n'y a pas de problème. Et ma femme a tenu à coucher là, nous sommes restés là, et à 10h du soir, il y avait le couvre-feu à Lyon. Donc il n'y avait pas de voiture qui circulait dans les rues, etc. Et tout à coup, on entend un camion qui s'arrête. Nous habitons au 2e étage, devant la maison. Alors on regarde par la fenêtre et je dis à ma femme, éteins tout. Et je vois descendre une vingtaine de SS armés. Et derrière arrive une voiture noire, ça devait être une Citroën, vous voyez. Et il en sort 3 hommes, l'un avec un imperméable beige, chapeau beige, ceinture. Et je dis à ma femme, ne bougeons pas, ça c'est pour moi. 5 minutes après, on sonne à la porte, on laisse sonner, puis tout à coup, des grands coups dans la porte, c'était avec les crosses, les SS, j'ai ouvert. Et il y a un des 3, les 3 hommes, qui me dit, celui en allemand d'abord me dit, Zizine, Marcel Sturze, je comprends rien, et l'interprète traduit. Là. Et l'autre dit, vous venez avec nous. Bien. Et puis, il voit ma femme, et il dit, vous prenez la femme avec. Bien. Et puis, il y avait le fils qui était là. Et il y a le 3e qui dit au chef, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Et il dit, non, laissez-la avec la vieille. Car au mois de juillet 1943, les Allemands n'arrêtaient pas les enfants de moins de 16 ans. C'était la police française ou les milices. Donc, je dis à ma belle-mère, foutez le camp dès demain matin, disparaissez avec le petit. Et moi, avec ma femme, nous suivons. Là, nous sommes amenés à la prison au fort Montluc, qui était devenue la prison allemande. Il y avait les cellules et il y avait au fond de la cour un entrepôt pour des femmes, des hommes et même un jour un enfant, une fillette.
Et le lendemain, je suis amené à l'école du service de santé. Arrivé à l'école du service de santé, hein, au moment de cette arrestation. Le chef de la Gestapo était le fameux Klaus Barbie, celui qui, avec 2 de ses adjoints, dont un interprète, est venu m'arrêter chez moi, avec ma femme. Et on me met là dans la cave. Au bout de quelques heures, on me monte. C'était dans le bureau du général-gouverneur qui était occupé par Barbie. Là, et là, Barbie, au lieu d'être en civil, en gabardine, là était en grand uniforme, assis au coin du bureau. Et les SS m'amènent devant lui. Et Barbie se lève et me dit: Sie sind ein Jude, aber Sie sind auch ein Terroriste. Vous êtes un juif, mais vous êtes aussi un terroriste. Mais il y a l'interprète qui traduit, parce que moi, je ne comprends pas l'allemand. Et je réponds: oui, je suis juif, mais pas terroriste. Et Barbie me flanque un grand coup de pied dans le ventre et des gifles. Bien, je dois vous dire qu'à cette époque, j'avais certes mes lunettes, mais j'étais très vieux français. Je portais le monocle aussi. Donc pour l'interrogatoire, j'avais le monocle. Il a voulu le faire sauter, il m'a cogné sur ce qu'il pouvait, il n'a pas sauté. Jusqu'au moment où un SS, lui, m'a flanqué un coup de poing dessus, il a sauté, ils l'ont cassé. Mais il m'a pris les lunettes, j'avais plus. J'ai été roué de coups. Au bout d'un moment, et chaque fois, il me pose la question: à quel mouvement appartenez-vous? Combien vous êtes? Où est votre siège? Je ne suis pas, j'ai rien, moi. Je ne peux pas. Alors on m'a fait monter 2 étages au-dessus, dans une salle de bain. Et là, mis tout nu. Et la baignoire était pleine d'eau froide. On me dirait qu'au mois de juillet, à la mi-juillet, il faisait encore très chaud, très beau. On m'a trempé dans l'eau, la tête en dessous. Et quand j'étais noyé, on m'a sorti, couché sur le ventre, et un SS m'est monté sur le dos. Montèrent, descendaient, tapaient dessus pour que je recrache l'eau. Ce qui s'est produit. Et une demi-heure après, on a recommencé, on m'a remis dans l'eau. On m'a noyé de nouveau, ressorti, et régurgité. Et à la 3e fois, j'ai été complètement KO. Alors, au bout de 1 ou 2 heures, on m'a fait me rhabiller et on m'a ramené à la prison de Montluc. Mais au lieu de me mettre en cellule, on m'a mis dans l'entrepôt où on était 40 à 50, hommes et femmes. Et il y a eu même une petite fille. Et là, nous avions dans cette cellule 2 seaux hygiéniques avec de l'eau pour boire. Malheureusement, au cours de la nuit, il y a quelqu'un qui a fait ses besoins dans un des seaux. Alors, j'ai dit: attention, séparons-le des autres. Et j'ai dit: mais si une femme veut y aller, nous avions 3 ou 4 couvertures, que 2 femmes tiennent la couverture, et comme ça les femmes pourront aussi faire leurs besoins. Tous les 2 ou 3 jours. Il me semblait tous les 2 jours, mais ça devait être 3. Nous pouvions sortir dans la cour où il y avait 2 cabinets à la turque. Et au milieu de la cour, un gros robinet. Alors on pouvait aller laver les 2 seaux
mettre de l'eau pour avoir de quoi boire et faire notre toilette. Mais 50, 60, et on n'avait qu'un nombre de minutes limité. Nous n'avions plus de montre, plus rien. Tout avait été pris. Alors, j'ai dit, ben voilà, les femmes vont sortir les premières, mais elles vont sortir toutes nues, donc elles iront faire leur toilette très vite, là, mais les hommes ne se retourneront pas. Comme ça, leur pudeur sera respectée. Ce qu'on a fait. Malheureusement, il y en a un qui s'est retourné. Et il y avait parmi nous 2 hommes qui avaient même été dans leur jeunesse joueurs de rugby, de armoire à glace. J'ai dit, foutez-lui une raclée, qu'il sache qu'il ne faut pas recommencer. Et les hommes, donc, dès qu'elles rentraient, nous partions tout nus aussi, pour aller très vite pour faire notre toilette. Donc c'est vous dire que même là, c'est moi qui commandais. Et ça dure combien de temps alors, cette incarcération à la prison de Montluc? Ça a duré jusqu'au mois d'août, 1 mois. Et de là, un jour, je suis ramené chez Barbie, qui me dit, ben, vous voulez toujours pas parler, vous serez déporté dans les Salzgruben, dans les mines de sel. J'ai dit bon. Et dès le lendemain, nous étions une dizaine à être amenés à la gare de Perrache, mis dans un train, dans des compartiments avec des SS, amenés à la gare de Lyon, là dans un bus amené à Drancy. Et quand j'arrive à Drancy, il y a un qui était là à l'entrée qui me dit « T'as pas de famille, t'as personne, tu te tais ». Effectivement, l'administration me demande là est-ce que vous avez de la famille? J'étais là avec ma femme. Voulez-vous qu'on les prévienne si vous êtes envoyé dans un autre camp? Là, est-ce que vous avez un bijou, quelque chose sur vous? Vous le déposez ici, vous le retrouverez en sortant, etc. Non, moi j'ai rien, j'ai pas de famille, j'ai rien, puisque j'ai entendu qu'il fait. J'ai rien à dire. Je vous dirais entre parenthèses que c'est sur ces listes que des SS sont allés arrêter, ou la milice d'autres gens. Alors, dites un mot, peut-être vous venez de mentionner votre femme, on n'en a pas parlé, elle est arrêtée en même temps que vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que vous la voyez dans la prison? Quand vous la retrouvez? Je la vois à l'entrepôt et à Drancy, on est ensemble. Et vous vous êtes retrouvés à Drancy ou quand est-ce que vous êtes à l'entrepôt? On est partis ensemble Tous étaient ensemble. De Montluc, ensemble. Et lorsque vous avez été interrogé et torturé par Barbie... Ah non, tout seul, pas elle. Et elle vous a vu revenir des interrogatoires? Oui, elle m'a vu revenir. Quels mots vous avez échangés lorsque vous êtes revenu? Ma femme, c'est tout juste, elle pleurait. Trouvait que, oui, j'étais en petit bout, j'étais KO complètement. Et là, il me fallait 1 ou 2 jours pour récupérer, si je puis dire. J'avais été roué de coups. Et je dois dire même qu'un jour, Barbie avait une pince à la main et m'a cassé les dents. Chaque fois, quel mouvement vous êtes, combien vous êtes, vous n'avez rien à dire, etc. Et des coups, là, c'est pour ça que je suis devenu sourd. Donc, elle a été déportée avec moi. Mais, alors, nous sommes à Drancy, et je rencontre là Maître
André Hulmeau, qui était le secrétaire du chef de camp, hein, et qui me présente à d'autres. Et je ne sais pas si vous savez qu'à ce moment-là, à cette époque, août 1943, on creusait un tunnel dans les caves pour faire évader tout le monde. Et les SS avaient eu l'idée, vous êtes allé à Drancy déjà? Vous voyez les bâtiments, vous voyez la cour. Et ils ont voulu que dans la cour, on mette des plantes, de l'herbe, pour que ça ait l'air moins triste, pour la Croix-Rouge qui venait, etc. Donc, les gens travaillaient là, aller chercher de la terre autour du camp, surveillé par les Français d'ailleurs, les gendarmes, là, et des SS, amener de la terre, là, et labourer, si vous voulez, plus ceux qui creusaient, remonter la terre du tunnel dans leurs pantalons. Et moi, j'ai été amené à travailler sur la pelouse. Donc, c'est à moi qui donnait leur terre. Ils venaient travailler là un peu pour qu'on ne se rende pas compte qu'ils faisaient autre chose, parce qu'en plus on était dénoncés souvent par les uns ou les autres. C'est vrai. Bien. Et puis arrive un jour, en octobre 1943, chaque fois qu'il y avait un groupe qui était désigné pour être déporté, et vous savez qu'à Drancy, il fallait expliquer aux gens qu'on allait autre part, et comme on ne savait pas leur dire où, on avait trouvé de leur dire on va à Pichipoy. Donc on nous rassemblait dans le bloc de gauche, qui n'était pas tout à fait terminé, il n'y avait pas de fenêtre, le soir, et au matin, on emmenait ceux qui étaient désignés, tous les mois il y en avait, après tous les 15 jours, un groupe d'1 millier qui était en autobus amené d'abord à la gare du Bourget. Et ensuite, moi j'ai été envoyé à Bobigny. Bon. Donc, Maître Hulmeau nous dit, à moi, ma femme, ma belle-mère, qui entre-temps avait été arrêtée, je vous raconterai aussi ces problèmes. Il faut comprendre tout ce qui s'est passé. Et il nous fait mettre dans les caves. Dans des caves tout au fond, en disant comme ça on ne vous prendra pas, plus un homme qui était le professeur Robert Weitz, qui était l'hématologue de Strasbourg, que j'ai connu à Clermont, où Strasbourg était replié, je vous l'ai dit, dont lui, et il était dans la résistance, comme ça que je l'ai connu aussi. Et nous sommes ensemble en prison. Et voilà qu'au matin, nous, de la veille au soir, on est cachés là. Les SS viennent nous chercher parce que le chef de la police du camp, là, qui était un juif français, leur avait dit où nous sommes et il les a conduits. Alors on est ramenés dans le bâtiment et là, on nous donne à chacun un morceau de pain et un petit morceau de saucisson. Et on nous amène à la gare de Bobigny. Vous savez, là, on nous met dans des wagons, les wagons en rose, où il y a marqué 40 hommes, 8 chevaux, qui étaient les wagons de marchandises de la Première Guerre. Là, on est là dans le wagon environ 80, hommes, femmes et enfants.
et le train part. C'est quel jour, est-ce que vous vous souvenez? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est octobre? C'est le 5 ou le 7 octobre. Donc c'est le convoi 60 du 7 octobre. Oui, 43. Et vous êtes 1 millier à être déporté ce jour-là? 1040. 1040. 7 octobre. 7 octobre. Oui, 43. Donc, et il faut vous dire qu'en octobre, quand le train part, il fait assez froid. Là, nous avons un seau hygiénique avec de l'eau pour boire. Malheureusement, il y a des problèmes toujours hygiéniques. Et c'est là que je dis de nouveau aux hommes, eh bien c'est bien simple, les portières sont des portières qui se tirent, vous savez. Là. Et je dis, ben, en bas de la portière, il y a le jour, vous allez uriner là-bas. Et de nouveau, 2 femmes tiendront une couverture pour les femmes. Là, tant qu'on a de l'eau, ben, on ne se sert pas du seau. C'est la 2e nuit que quelqu'un s'en est servi. Nous n'avons plus d'eau. Bon. Et moi, je dis aux gens, ben, vous avez votre pain et votre viande, mangez et gardez vos forces. Mais il fait de plus en plus froid. Et votre femme est dans le même Dans le même convoi que moi. Et au bout de 3 jours, nous arrivons au matin dans une gare. Dans une gare où on ouvre les wagons et on nous dit de laisser toutes nos affaires là parce qu'il y a des femmes surtout qui ont emporté un peu d'affaires de toilette, là de laisser tout dans le wagon. Et on descend. Descendez. Et sur le quai de la gare, il y a des SS. L'un avec sa mitraillette, le deuxième avec un chien. Genre chien-loup, vous voyez. Et ils sont tout le long de la gare. Et chaque fois qu'il y a des gosses qui descendent et qui pleurent, parce qu'ils n'ont plus de quoi manger ou de quoi boire, là, ils descendent, ils pleurent, et les SS qui ont les chiens relâchent la laisse pour que le chien a l'air de vouloir se précipiter dessus. Alors les gosses se réfugient dans les jambes de leur mère ou du père, pleurent, crient encore plus. Là, les chiens ont l'air d'être encore plus excités, les SS rigolent. Voilà notre arrivée à Auschwitz. Il neige, il fait froid. Bien. Au bout du quai, il y a là un SS qui est un médecin SS, avec des hommes. Et là, il nous trie. Il regarde les hommes et tous ceux qui ont entre 16 et 40 ou 45 ans, les hommes. Il nous fait mettre à leur gauche, à droite si vous voulez, mais à gauche d'eux. Et de l'autre côté à droite, les vieillards, les femmes, les enfants. Les femmes sont emmenées à Auschwitz ou à Birkenau, hein. Mais en 1943, c'était surtout à Auschwitz, là, où il y avait déjà une chambre à gaz qui avait été créée l'année d'avant, etc. Et venait d'être créé le four crématoire, parce qu'avant c'était dans des fosses. Donc, et nous, on nous met dans des camions ouverts, qui n'étaient pas fermés, et on démarre. Il y a un de mes jeunes amis qui vit encore, Charles Palan, qui tremblait de froid comme ça. Alors j'ai ouvert mon veston, je l'ai collé sur ma poitrine pour le réchauffer. Encore aujourd'hui,
Il me dit, Marcel, tu m'as sauvé la vie. Et nous arrivons au camp de Bouna. Alors, un mot sur ce que vous venez de restituer. Un mot d'abord pour votre épouse. Elle est emmenée à Auschwitz. Un point, c'est tout, je ne sais rien. J'apprendrai plus tard ce qui lui est arrivé. Mais il faut que je vous explique rapidement. Et à ce moment-là, quel échange vous avez eu avec votre épouse? Qu'est-ce que vous... Comment, au fond, j'essaye de restituer maintenant avec vous, à travers votre regard de l'époque, comment vous interprétez ce qui vient de se passer? À cette époque-là, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Je pense et j'espère que ça n'est que provisoire et que nous nous retrouverons. Pour moi et ma femme avait, quand nous nous sommes mariés, elle avait 21 ans. Elle était très jolie et très intelligente. Nous avons donc eu un fils et nous étions vraiment l'un vis-à-vis de l'autre, chercher en permanence à nous comprendre, à agir ensemble. C'était ça pour nous, l'amour. C'était pas seulement le côté sexuel qui était aussi important, mais c'était surtout cette façon de vivre ensemble. Et quand nous étions séparés, nous étions persuadés qu'on se retrouvera, que c'était provisoire. Oui, j'avais entendu par la radio de Londres, fin 42, qu'il y avait des chambres à gaz et qu'on gazait les gens. Mais je n'imaginais pas là que c'était systématique. Il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. Donc, je pensais qu'on va se retrouver ensemble. Moi, je suis amené donc, nous étions 220, si je ne me trompe, hommes, là. Ça c'est un chiffre que vous donnez comme ça à l'intuition en fonction de ce que vous voyez ou à partir de comptes qui ont été faits après? C'est les comptes qui ont été faits à ce moment-là par les SS. Et on entendait leurs calculs, leurs chiffres et annoncer le chiffre. Et vous étiez 220 hommes et femmes? Non, hommes. Hommes. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont calculé. Très bien. Donc, nous sommes amenés au camp de Bouna. Bouna, c'était un camp où il y avait à l'époque environ 2500 déportés. À l'entrée, il y avait 2 tentes énormes qui pouvaient contenir plusieurs centaines d'hommes ou femmes, mais là c'était des hommes. Mais on nous amène directement devant l'infirmerie. Et là, on nous fait déshabiller, mettre tout nu. Et il y a un déporté qui arrive et qui a une tondeuse, ils étaient même 2, et qui nous tond le crâne. Pour ceux qui avaient de la barbe, sous les bras et entre les jambes. Après, il y en a un autre qui arrive avec un seau plein d'eau, avec un peu de pétrole, une grosse éponge, et qui nous passe là sur le crâne, sur tout le corps, sous les bras, entre les jambes. C'était pour qu'on n'ait pas de poux. Et puis on nous amène aux douches. On nous donne une douche chaude, là, et en sortant, on nous donne un pyjama
un petit costume. Certains même avec une chemise en lambeaux, pas tous, et des godasses, grosses toiles avec les semelles en bois, et un petit béret, et un petit manteau, dans le même tissu que le pyjama. Ça, ce sont des vêtements qui vous sont attribués. Vous ne pouvez pas choisir dans un tas de chaussures, Non. par exemple. C'est attribué à chacun, il n'y a rien à dire. Très bien. Oui. Si on ne peut pas entrer dans les chaussures, il vous en donne une autre paire, mais sinon, elles sont trop grandes. Bon. Et puis, on nous ramène devant, et là, on nous fait mettre en rang par ordre alphabétique. Et on nous demande à chacun la profession. Et le professeur Robert Weitz, c'était l'hématologue de Strasbourg. C'est lui qui a créé, là, avant la guerre, la transfusion sanguine, qui était dans la résistance aussi. Donc, on est là, ensemble, et il me dit, tu n'as pas besoin de dire que tu es directeur des grands magasins, tu es dentiste. Et dentiste en allemand, ça s'appelle Zahnarzt, médecin des dents. Zahnarzt. Et là-dessus, il y a un déporté qui est là et qui a un porte-plume. Et au lieu qu'il y ait une plume sergent-major, il y a une petite épingle avec une petite boule au bout. Et un encrier. Et il trempe sa boule dans l'encre et il commence à tatouer là les numéros sur le bras. Et quand il arrive à moi, il me dit, ah, toi, Zahnarzt, quand tu seras libre et que tu travailleras, en yiddish, mais je comprenais, tu seras gêné si les clients voient ton numéro. Alors je vais te tatouer en dessous. Et moi, il m'a tatoué là. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, si on vous a expliqué ce que c'est que le tatouage. Combien fallait-il faire de trous pour y laisser l'encre et faire un numéro? Faire un numéro, il fallait 10 trous, 10 fois. Quand il devait le faire sur ce côté, la peau est plus fine, c'est plus facile. Dessus, il fallait taper très fort. Et par certains, en tapant très fort, ça s'est mis à saigner et ça s'est infecté. Et comme le médecin-chef du camp était un médecin polonais, une ordure, là, quand il voyait ça pour soigner, il s'est coupé le bras. Donc, voilà, et ce garçon m'a fait comprendre qu'un jour je serais libéré, ce qui était extraordinaire. Ça se passe le 10 octobre 1943. Une fois qu'on est tous tatoués... Quel est votre numéro de série, donc 157 242. Donc, 6 chiffres. Là, vous pouvez venir voir, vous verrez comme c'est marqué. On voit les trous, si je puis dire, les marques. Donc, c'était assez dur. Et on nous donne aussi, systématiquement, un petit bout de tissu sur lequel il y a le numéro, et il y a aussi, là, soit un Magen David pour les Juifs et le F pour les Français, soit un triangle rouge pour les communistes, noir pour les homosexuels, vert pour les droits communs. Donc c'est sur la veste et sur le pantalon. Et on nous amène dans la tente, une des 2 tentes. Et là, on nous dit, il y a des lits à 3 étages
monter dans les lits. Alors, ceux qui se précipitent le plus vite sont en bas, moins vite au milieu, les autres en haut. Une fois qu'on est allongé, descendez. Retournez. Et chaque fois, on nous dit rein, raus, rein, raus. Dedans, dehors, dedans, dehors. À la 50e fois, il y a un jeune, enfin d'une vingtaine d'années, qui n'a pas réussi à monter au 3e. Alors les capots et les SS l'ont attrapé, l'ont roué de coups de matraque, coups de crosse, et l'ont tué. Et un SS nous dit, voilà, si vous désormais vous n'obéissez pas assez vite, voilà ce qui vous arrivera. Et on est redescendu et on nous donne un certain nombre de grandes gamelles rouges. Et dans chaque gamelle, on nous donne 4 grandes louches de soupe. Mais il n'y a pas de cuillère. On n'a pas mangé depuis 3 jours. On a mangé le premier jour, mais dans le train, mais après, rien. On nous donne ça, et il faut laper comme des chiens. Il n'y a pas d'autre solution pour nous nourrir. Et moi, je dis à tous, lapez. Là, à tour de rôle, mais il faut que vous mangiez tous. Reprenez des forces. Et après, le lendemain, on nous amène sur la place d'Appel. Et là, on nous met par rang de 5, et les SS nous comptent, et on nous affecte à des commandos. Et on nous amène à l'usine. Moi et plusieurs de mes camarades, nous avons été affectés à un commando qui posait des tuyaux d'adduction d'eau. Mais ces tuyaux se posaient dans des fossés. Et les fossés, quand ils existaient, sinon il fallait les faire. Il y avait de l'eau au fond et de la glace. Il fallait casser la glace et descendre dans le fossé et pousser nos tuyaux, l'un que d'autres venaient souder. Bien. Donc on a travaillé à ça. À midi, là, on nous donne une petite gamelle et la soupe. Une louche de soupe. Et nous mangeons. Et vers 4 heures, bien avant la tombée de la nuit, on nous rassemble et on nous ramène au camp. De nouveau en groupe. Et sur la place d'Appel, où on nous compte. Mois d'octobre 43. Il fait moins 10, moins 15. Alors tout à coup, il y a celui qui est à côté de vous qui tombe et qui est mort de froid. Et il faut le redresser et le tenir pour que les SS puissent bien compter. Ils mettent longtemps à réussir leur compte sans se tromper. Parce que même pour lutter contre le froid, eh ben, ils boivent de la vodka ou du Sivovitch, qui est l'alcool polonais. Mais ils en boivent tellement qu'ils se trompent et ils recommencent. Non. Pendant ce temps, il y a même un orchestre qui joue. Et celui qui, sous la tente, a été tué, était un jeune musicien qui avait été pris à Nice, qui était dans un orchestre, d'ailleurs. Donc, et on nous amène non plus sous la tente, mais dans un bloc. C'était des blocs où on était entre 220 et 230, avec un chef de bloc et des capots. Les capots, en général, étaient des Polonais ou des Allemands de droit commun. Des salopards, d'ailleurs.
Et là, dans notre gamelle, là, on nous donne une louche de soupe. Mais la soupe était amenée dans des bassines de 50 ou 100 litres énormes. Alors le chef de bloc qui nous donnait la soupe, avec la louche, la prenait en haut, mais jamais en bas, parce qu'il gardait les légumes de la soupe pour les capots, ses adjoints. Donc nous, on était privés en général. Bien, et on nous fait mettre sur nos lits à 3 étages, sur un lit de paille, là, et avec une couverture. Bien. Et si on veut aller faire sa toilette, aller aussi au sanitaire, nous y allons, et je dois dire que pour faire sa toilette, les robinets n'avaient pas d'eau, mais il y avait de l'eau dans la cuvette qui était glacée. Il fallait casser la glace pour pouvoir se laver un peu. Bien. Et c'est là, je dois vous dire que j'ai appris aussi le problème de faire ses besoins, mais sans papier, pour finir, avec les doigts, et les doigts sur la terre. Je dois dire qu'au début, au camp, les sanitaires étaient une fosse avec au-dessus 2 trépieds et une espèce d'arbre, mais sans branches, rond. Il fallait s'asseoir là-dessus pour faire ses besoins. Jusqu'au jour, quelques mois après, on a construit des sanitaires, mais là, il y en a un jour qui est tombé et les SS nous ont empêchés de le ramasser avant qu'il soit mort. Donc c'était ça. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai changé de commando. J'ai été affecté à un commando de béton. Et on faisait, entre autres, des plaques de béton pour les caves, hein, parce que contre les bombardements, là, et voilà que ces plaques de béton ont été recherchées par Auschwitz. Des femmes d'Auschwitz sont venues les chercher pour construire des abris pour la Luftwaffe, pour les soldats allemands sur les champs. Et ces femmes, il y en a une qui était la femme d'un déporté, d'ailleurs communiste, et je lui dis, ben, est-ce que vous ne pourriez pas me dire comment va ma femme? Ah, je vais me renseigner, je vais chercher. Et au bout de 8 jours, elle me dit, ah, mon pauvre ami, c'est la catastrophe. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, votre femme a été jeune, elle a été mise au travail, puis un jour, un SS l'a vue. Et comme elle était très belle, il lui a dit, toi, tu ne vas pas au travail. Et il a voulu la mettre au pouf, au bordel. Elle n'a pas voulu et on l'a gazée. Voilà ce qu'elle m'a raconté. C'est comme ça que j'ai appris ce qui lui était arrivé. Mon second frère, qui a été déporté avec sa femme, hein, également à Auschwitz, mais elle était enceinte, elle a été gazée tout de suite, et lui n'a pas voulu l'abandonner, alors on l'a gazée aussi immédiatement. Voilà. Donc, toutes les 15 jours à peu près, il arrivait de nouveau 200, 250 déportés. Nous on est arrivé plus quand les Hongrois sont arrivés, j'étais 400-500 à chaque fois. Donc ils arrivent toujours là au camp, et quand est arrivé le 17 janvier 1945, nous avons évacué la Haute-Silésie, dont le camp de Bouna, Auschwitz, même le nôtre a commencé le 17 au soir, mais le 18, nous étions 12 500.
corps humains dans le camp. Est-ce qu'il y a des groupes qui se forment? Quand nous sommes arrivés au camp et que nous sommes réunis devant l'infirmerie, il y a un jeune médecin, déporté, mais allemand, qui va saluer, lui, le professeur Weitz, en lui disant « Ah, monsieur, vous ne me reconnaissez pas, mais j'ai été votre élève là, il y a 5 ans. » Et qui était un déporté qui a été désigné pour être le médecin de l'infirmerie, un des médecins. Et il va trouver les SS et leur dit « Mais c'est le professeur Robert Weitz, l'hématologue, etc. » Alors on l'a désigné tout de suite pour être également médecin du camp. Je vous ai dit, le médecin polonais était un salopard. Là, vous aviez un panari, vous coupez le bras, ou la main, un ongle incarné, vous coupez le pied. C'était une ordure. Là. Mais, donc Weitz est là, et ensemble, dès le lendemain, on se voit tous les deux, et il me dit, mais j'ai appris que les communistes, c'est eux qui dirigent le service du travail. Ah. Et j'ai appris après que c'est les Polonais qui ont le secrétariat du camp. Alors nous avons créé la résistance française pour nous épauler. Et je dois dire que chaque fois qu'il arrivait un convoi, il y avait chaque fois un médecin. Le médecin Camille Lévy, le médecin-chef de Mulhouse, Hofstein, le médecin-chef de Thionville, un autre qui est venu le pneumologue de Bichat, etc. Et chaque fois, Weitz allait prévenir les Allemands, on les mettait à l'infirmerie. Qui fait que les Français, nous avions l'infirmerie. Et ça nous permettait de dire à ceux de service de travail, tu me donnes pour l'un un bon commando, et je t'en hospitalise un autre pendant quelques jours, pour qu'il ne travaille pas. Mais, dès qu'on était trop malade, on était envoyé à la chambre à gaz, à Auschwitz. Tous les 15 jours, on n'allait pas au travail le dimanche, on nettoyait le camp et le bloc, etc. Mais il fallait d'abord se réunir tout nus devant le bloc, et le médecin SS plus le médecin polonais et des médecins français, vous passez en revue, vous faisiez retourner, et si vous étiez trop maigre, vous étiez expédié à la chambre à gaz, à la sélection. Donc, il fallait garder des muscles pour lutter contre l'amaigrissement. Donc, travaille, bouge-toi, ne reste pas et tu pourras. C'est ce que je leur disais à tous. Tu trembles, continue à trembler, tu n'auras pas froid. Tu touches ton pain, mange-le tout de suite, tu n'auras pas faim ce moment. Mais si tu le gardes, après, on peut te le voler, tu peux le perdre, etc. La même chose quand le soir, on rentrait au camp et qu'on allait faire sa toilette, on ne pouvait s'essuyer qu'avec sa veste ou son manteau, mais on ne pouvait pas le laisser. Là, parce qu'on nous le volait, un autre déporté, qui comme ça en mettait 2. C'était ça le camp. Alors, les Français, on se soutenait. Là, on s'entraidait, et comme on avait l'infirmerie, on pouvait dire, ben, tu m'écoutes. Moi, le dentiste, un jour, a été condamné à être pendu,
parce qu'on s'est aperçu que sur des déportés qui étaient emmenés à la sélection, ils n'avaient plus de dents en or. Et ça pouvait être que le dentiste qui les avait enlevés. Il m'est arrivé à moi d'en enlever pour qu'il aille changer sa dent contre un morceau de pain chez les Polonais. Mais c'était se soutenir moralement. Matériellement, c'était quasiment impossible. C'était très, très difficile. Donc, au camp, là, alors, on allait au travail, à l'usine de Ligefarben. Mais il fallait déjà faire plus d'1 kilomètre à pied pour y aller, avec la musique. Il fallait marcher au pas, etc. Travailler là, bien, mais on n'avait quand même pas tellement à manger. Un bol de soupe sans légumes, c'est pas grand-chose. Sans jamais de viande, bien entendu. Et puis un jour, on nous a donné un petit carré de savon. Mais voilà qu'un déporté, qui était un chimiste, nous dit, ce savon, il est fait avec la graisse de la chambre, du crématoire de nos camarades. Alors j'ai dit, ben, on va l'enterrer tout de suite. Là, dans la terre, on ne peut pas s'en servir. Alors ça touche à une question centrale finalement, c'est qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe dans le périmètre d'Auschwitz et à quel moment vous l'apprenez et comment? Bon, au camp, nous voyons des cheminées et de la fumée. Et quand il y a du vent, nous recevons des parcelles de ce qui est brûlé et qui est envolé par le vent, emmené un peu ouragan, vous voyez, avec une odeur de corps brûlés. Et nous apprenons par d'autres qui viennent, après être restés quelque temps à Auschwitz, qui sont envoyés au camp de Bouna, ce qui s'y passe, la chambre à gaz, et le crématoire après. Donc nous savons ce qui attend tous nos camarades. Alors vous savez que ceux qui sont devenus très maigres, on les appelait des musulmans. Vous savez pourquoi? Dites. Hmm? Non, vous allez le dire, c'est mieux que ce soit vous qui le disiez. Des musulmanes qui n'ont pas de chance. Le mazel, c'est un mot yiddish. Non, c'est vous dire, c'était pas musulman, c'était pas péjoratif. Là, mais voilà ce qui se passait sans arrêt. Et je dirais, quand vous avez appris qu'il y avait cette chambre à gaz, c'était à quel moment de votre séjour dans le camp? Tout de suite. Tout de suite, parce qu'elle datait, là, de fin 42. Et nous sommes arrivés en octobre 43. Et quelles sont les pensées qui vous ont traversé au moment où vous avez appris cette nouvelle terrible? Que nous espérons que pour nos camarades et nous-mêmes, nous n'y passerons pas. Là. Et de leur conseiller de résister, de tenir, c'est pour ne pas passer à la chambre à gaz. Est-ce que vous-même avez
été appelé au moment où des sélections étaient opérées? Non, moi jamais. La seule chose qui m'est arrivée, c'était vers le 12 ou le 13 janvier 1945. Là, il y a, au commando de béton, nous étions 500. Et nous avons été mis sous une détente et non pas dans un bloc. Je vous raconterai après un événement extraordinaire. Mais là, un jour, il y a eu une sélection, il y a une grande partie d'entre nous qui ont été envoyés à la chambre à gaz. Et on revient au travail, et moi je servais aussi. Là, on avait demandé quelqu'un qui parle allemand, le français. Il y avait des prisonniers de guerre anglais, l'anglais, etc. La seule chose que je ne parlais pas, c'est le polonais. Donc j'étais Schreiber aussi, secrétaire là, du commando. Et d'un coup, l'ingénieur du commando, chef, là, demande, mais où sont les autres? Je lui dis, mais ils ont été sélectionnés à la chambre à gaz. Il me dit, mais la chambre à gaz n'existe pas. Le crématoire n'existe pas. Je lui dis, mais regardez les cheminées, vous sentez la fumée. Ah, il a été dénoncé aux SS, on m'a mis en prison. J'attendais à être pendu à cause de ça. Ce qui fait que quand on a évacué le camp le 17 au soir, les camarades sont venus me libérer de la prison tout de suite. J'ai été un des premiers à évacuer le camp. Et une question que je voulais vous poser, parce que c'est un point important dans votre vie, je veux parler de la vie religieuse. Est-ce qu'il y a une vie religieuse dans le camp? Alors, et quelle est votre pratique religieuse dans le camp? Je vais vous expliquer. C'était le soir de Col d'Hydrée, du jour du Grand Pardon, 1944. Nous sommes sous la tente. Et je dis à mes camarades polonais, qu'est-ce que vous pensez si on disait une prière ensemble? Il me dit, mais on n'a pas de livre. Je lui dis, mais chacun d'entre nous connaît une prière. On n'a qu'à la dire. Et on s'est mis à la chanter. Le chef de bloc, qui était un juif allemand, n'a rien dit. Et voilà qu'à un moment, 2 SS ont soulevé la toile d'un côté de la tente. Ils ont regardé, ils sont repartis. Un esmi d'Achamaï, un miracle des cieux. Parce que, en principe, c'est la seule fois où il y a eu une manifestation commune de notre cœur. Là, c'était pas, dirais-je, une prière vis-à-vis de Dieu. C'était une prière pour nous, qui nous rendait meilleurs vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, quand il y en a qui m'ont parlé qu'on doit dire une prière le matin, j'ai dit non, c'est pas la peine, conduisez-vous bien, c'est comme si vous aviez mis votre filine. Alors si je comprends bien un peu aussi votre personnalité à l'intérieur de ce monde, de ce système social qui vit sous une pression extrême, je sens dans ce que vous dites que vous êtes souvent consulté, que... Ils viennent me parler. À quoi vous attribuez ça? À mon défaut de comportement. C'est-à-dire? De ma façon vis-à-vis de tous, et toujours prêt à leur parler, prêt
à chercher à les comprendre. Tu as l'air tout triste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? À tes parents, etc. Ben, ils ont été arrêtés. Oui, tu as appris ce qui leur est arrivé. Non, donc tu les retrouveras un jour. T'inquiète pas. J'étais toujours là pour leur dire un mot. Et je l'ai toujours fait. Est-ce que, je vais vous poser une question peut-être naïve, vous allez me répondre, mais est-ce que ça peut être lié à votre éducation religieuse et notamment à la position importante qu'occupait votre père de C'est rabbin? dû à la façon dont papa m'a toujours expliqué ce qu'était la Torah, de la comprendre. Et j'ai cherché toujours, même après, à mieux comprendre, à mieux connaître. Quand je vous donne des explications, là, c'est parce que j'ai cherché pour tout. Je vais vous donner un exemple. C'est moi qui vous pose une question. Qu'est-ce que c'est le Shabbat, le sabbat pour vous? Ou pour ceux qui ne sont pas juifs, le dimanche? C'est le jour de repos, c'est le jour du recueil. Non. Ce jour-là, c'est la sanctification du travail. Vous n'avez rien foutu pendant 6 jours, vous n'y avez pas droit. Et ce jour-là, vous appréciez tout ce que vous avez pu produire pour votre satisfaction. Pour ça que vous faites une bénédiction sur le vin et sur le pain. Qui est-ce qui fait le vin? Qui est-ce qui fait le pain? C'est pas Dieu, c'est l'homme. Là. Donc, c'est ce que vous avez pu produire. Et il faut produire pour votre satisfaction. J'étais, il y a quelques mois, c'était l'année dernière, invité à un colloque à Lyon. Le matin, c'était sur la Shoah, l'après-midi, ça a été plus sur la laïcité. Et il y avait là le recteur de l'académie, l'évêque qui est devenu d'ailleurs l'archevêque là, de Lyon, et d'autres. Mais l'après-midi, je n'ai pas voulu être sur l'estrade et j'étais au milieu de tous les gens. Il y en avait beaucoup, de jeunes étudiants, professeurs, etc. Et voilà que le recteur m'a posé la question, monsieur, parce qu'il m'avait écouté le matin parler de la Shoah, où j'ai raconté ce que moi j'avais vécu. Mais depuis 1919, vous voyez que j'ai repris tout l'hitlérisme, là, le comportement de Vichy, de Pétain et autres. Bien. Et j'ai raconté, et il me pose la question, croyez-vous toujours en Dieu? Je lui dis, monsieur le recteur, permettez-moi de vous poser d'abord une question. Il me dit oui. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Il me dit, Dieu, c'est l'éternel, c'est. Je ne sais pas. J'ai dit, ben moi, je vais vous expliquer. Je ne sais pas pour votre enregistrement, si vous avez 2 minutes, je vais vous l'expliquer. Dieu, c'est une puissance. C'est une force qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse, mais dont nous constatons l'existence de cette force à travers le ciel, la terre, les arbres, les animaux, l'homme, la femme. Mais essayez d'imaginer que vous êtes un corps sans intelligence. À quoi servirez-vous? Que pourriez-vous faire? Ou une intelligence sans corps? Servirait à rien. Donc, tout ce que nous constatons de créé par cette puissance est extraordinaire pour notre satisfaction. Donc je peux la remercier de nous avoir permis
de produire pour notre satisfaction et autour de nous. Ah, j'ai été applaudi par tout le monde. Et l'évêque après me dit, ah, est-ce que vous me permettez d'utiliser votre définition de Dieu? J'ai dit naturellement. Voilà. Eh bien c'est ça, pour moi, le judaïsme. J'ai cherché à comprendre tous les commandements. Dès le début de la Genèse, où Dieu dit à Abraham, tu vas me sacrifier ton fils. Et il l'empêche à la dernière seconde. Pourquoi? Eh bien, j'ai appris que dans tout l'environnement, les hommes, pour se concilier les dieux, sacrifiaient leurs fils. Et Dieu ne voulait pas que ce soit fait, a donné donc une image qu'il interdisait de sacrifier leur fils. Et tout est à l'avenant, tous les commandements. Mais il faut les comprendre. Pourquoi la Torah, le chemin, vous dit que dès le matin, il faut mettre les tefilines au lever de l'aurore? Que signifient les tefilines? Pourquoi sur le bras gauche et pourquoi sur le front en haut? L'un, c'est près du cœur, pour agir toute la journée avec son cœur. Sur le front, avec son intelligence. Si donc vous agissez toute la journée avec votre cœur et votre intelligence et que vous n'avez pas mis votre filine, est-ce que vous n'avez peut-être pas plus de mérite que celui qui les a mis et agit pas avec son cœur? Quand j'étais le président de la grande synagogue de la rue de la Victoire, entre 47 et 72, nous avons décidé de mettre l'office le samedi matin à 9h30 au lieu de 8h30. Et le grand rabbin Meir Jaïs, que j'ai connu à l'école rabbinique aussi, me dit, mais pourquoi vous voulez 9h30? Ah, je lui ai dit oui, on devrait le faire, Yelet Hachachar, au lever de l'aurore. Je lui dis, mais est-ce que tu mets tous les jours tes tefilines au lever de l'aurore? Elle me dit non. Ad Shoraim, tu as droit jusqu'à midi. Mais c'est pareil. Non. Une autre fois, il me dit, mais il est quand même inadmissible que les administrateurs donnent le mauvais exemple et viennent à l'office en voiture. Ah. Je lui dis, Meyer, tu dis ça pour moi? Ah, toi, oui, c'est un peu différent, mais tu peux prendre une chambre à l'hôtel. Je dis, oui, surtout le jour de Kippour, ça me gêne beaucoup. Ah oui, car il faut m'aider, vous avez vu, à m'habiller. Je lui dis, non, ben ce jour-là, j'ai trouvé la solution. C'est moi qui conduis et mon chauffeur va derrière. Il m'a dit, on ne peut pas discuter avec toi. Car mon chauffeur est juif. Et il était. Là, non, c'est vous dire qu'il faut comprendre tous les commandements. Et il faut agir avec son cœur et son intelligence. La mezouza, pourquoi est-ce que c'est Moïse dans le désert qui dit, Dieu a dit de mettre une mezouza sur toutes vos portes? Et comme il emploie un pluriel, là, les rabbins nous disent, dans l'appartement, il faut mettre sur toutes ses portes. Non seulement la porte d'entrée, mais les autres. Alors je pose la question, est-ce que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils vivaient dans le désert, sous des tentes? Combien y a-t-il de portes à une tente? Il n'y en a qu'une. Mais comme il y avait beaucoup de tentes, car il y avait 2 millions d'individus, donc il a employé un pluriel. Mais donc il faut le mettre sur sa porte. Pourquoi? Parce que de nouveau, la mezouza
vous dit, quand tu sors de chez toi, comporte-toi avec ton cœur à tout le monde. Comporte-toi bien. Et quand tu rentres, c'est vis-à-vis de toi-même. Voilà la signification. Mais si on le fait, est-ce qu'il est indispensable? Alors quand vous voyez les gens qui l'embrassent, la mezouza, c'est pas un porte-bonheur. Ça n'est un porte-bonheur que si vous agissez avec votre cœur. C'est ça la signification du judaïsme. Au fond, vous voyez, on a entamé cette discussion aussi parce que il me semble que tout ce que vous dites là a constitué une aura autour de votre personne dans le camp. Est-ce que vous pensez ça? Et autour du camp, et chaque fois, je dois dire, vous savez qu'il y avait des fils de fer barbelés électriques et que toutes les nuits, il y a eu un de nos camarades qui se suicidait. Eh bien, moi, je leur ai dit chaque fois, vous ne devez pas. C'est pas une solution. Vous n'êtes pas tout seul. Nous avons besoin de vous, de votre travail. Sinon, c'est ceux qui sont avec vous dans le commando qui doivent le faire à votre place. Et demain, vous serez libre. Vous avez de la famille. Vous n'avez pas le droit. Et compte tenu de tout ce que nous disons là, est-ce qu'il y a eu des situations qui ont été humainement ce qu'on pourrait appeler des cas de conscience? Est-ce que dans cette vie extrêmement difficile, vous avez mentionné par exemple le fait qu'on pouvait se faire voler son pain. Vous avez quelques ustensiles extrêmement précieux qui sont des biens sans prix dans le camp, comme les chaussures, la gamelle, quelques ustensiles, etc. C'est pour ça que je leur disais toujours, allez faire votre toilette. Là, vous lavez même les pieds, mais gardez vos chaussures à portée de la main. Gardez tout. Sinon, mais je ne pouvais pas leur dire, si on attrape un voleur, nous devons, nous, l'exécuter. Non, à nous de surveiller pour que ça ne se produise pas. Et est-ce que vous avez été dans la situation où on vous dérobait quelque chose, par exemple ? Pas spécialement, non. Après l'évacuation d'Auschwitz, de Monowitz, nous sommes arrivés à un camp à la frontière allemande. Et là, j'ai conseillé, entre autres, Weitz aussi, à tout le monde d'enlever son numéro. Et le truc qu'on était juif. Et c'est là, dans ce camp, on nous faisait passer dans une baraque, entrer et sortir, et il y avait là des SS qui nous demandaient d'où êtes-vous? Êtes-vous juif? Non, je suis français. Ah bon, ben, passez. Certains ont pu passer, d'autres ont été fusillés dans les bois à côté. Mais on nous a amenés dans des wagons d'un charbon qui sont ouverts, qui ont juste une rambarde. Mais on était 100, 110, serrés les uns contre les autres. Et on n'avait rien à manger. Moi, j'ai pu emmener une douzaine de comprimés d'Atophane de l'infirmerie. C'était de l'aspirine. Et quand on a démarré, janvier 1945, il faisait très froid. Déjà sur la route, sur nos 12 500, la moitié sont morts. Alors, racontez-moi ça. C'est une marche, il y a une colonne de 12 500 personnes, gardées... Avec des SS de chaque côté, mais derrière, et certains devant, leurs camionnettes. Ils vont se relayer et ils marchent. Vous marchez sur une route glacée. Vous n'avez rien que si vous voulez boire un peu, c'est un peu de neige.
Et tout à coup, votre voisin tombe. Avec un autre, on le redresse et on l'entraîne. Mais 200 mètres plus loin, il retombe. Et le SS est là, lui met une balle dans la nuque et poussez-le dans le fossé. Au bout de 24 heures, une nuit et une journée, le soir, le deuxième jour, nous sommes arrivés à une briqueterie, une fabrique de briques qui ne travaillait plus, où on nous a arrêtés tous. On est reparti 3 heures après pour arriver jusqu'à ce camp. Et sans arrêt sur la route, il y avait des morts. Et chaque fois, une balle pour être débarrassée complètement. Et en arrivant là, nous ne sommes plus que la moitié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 6000 personnes à peu près. Oui, la marche de la mort, la moitié ont disparu. Et vous êtes vous-même dans quel état physique? Est-ce que vous avez été malade, par exemple? Là, pas spécialement. Donc nous sommes dans ces wagons. Les wagons partent et il fait très froid. Personne ne peut s'asseoir. Nous sommes tellement serrés. Et tout à coup, il y en a un qui s'effondre, qui est mort. Alors je dis, encore une fois, enlevez-lui son petit manteau, enlevez-lui sa veste, mais pas le pantalon. Car quand on est mort, on se vide. Et on jette le corps à l'extérieur du wagon. Et sans arrêt, il y en a un autre. Ce qui fait qu'au bout de quelques heures, il y a un peu plus de place. Donc ceux qui sont les plus fatigués peuvent s'asseoir. Et quand ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, je leur donne un comprimé d'Atophane pour les remonter. Mais au bout du deuxième jour, il y avait 2 jours qu'on était déjà, c'est la fin du deuxième jour, les SS nous ont interdit de jeter les corps. Alors il a fallu les garder. Alors on les a mis du côté opposé à la marche, vous voyez, de façon à ce que là où il y avait la petite rambarde, ceux qui étaient les plus fatigués pouvaient s'asseoir par terre et avoir un peu moins froid. Il fallait alors réserver ces places. Bien. Mais quoi faire des corps? J'ai dit oui, mais il faut les allonger du côté opposé à la marche, mais non pas sur le dos, sur le ventre, qu'on ne voit plus leur figure. Voilà ce que j'ai pu faire. Et nous sommes arrivés à un camp à Oranienburg. Au nord de Berlin. Et là, c'était l'usine Heinkel. On nous a mis dans un entrepôt. Et là, enfin, on a eu à boire et un peu à manger. Bien. Et puis, il y a eu des problèmes. Il n'y avait pas d'infirmerie, là. Il n'y avait pas de médecin. Et on m'a nommé médecin, comme Zahnarzt, de ce bloc, où nous étions plusieurs centaines. Et au bout de quelques jours, sous le prétexte que j'en ai mis beaucoup en arrêt de travail, avec d'autres, pris dans d'autres blocs et dans le même, le mien, on nous a envoyés dans un autre camp, à Flossenburg. Nous sommes arrivés 600. Nous sommes 5 ou 6. Et là, on nous a fait déshabiller et on nous a donné une douche brûlante. Et puis dans la douche, ils ont ouvert les fenêtres et tout. Et pendant 2 heures, avec le froid,
il y a eu des morts. Et on nous a redouché les vivants, et une deuxième fois, il y a eu des morts. Et après, on nous a donné des briques, à chacun 2 briques, et on nous a amenés dans un bloc qui était en haut d'une colline, le bloc 10. Bien. Alors dans le bloc, on a soulevé les lits à 3 étages, mis les blocs en dessous de chaque pied, et on a pu coucher sous les lits. Bien. Très bien. Dans ce bloc, il y avait un chef de bloc qui était un salopard. Dès que quelqu'un était malade, il le faisait mettre au lavabo, les fenêtres ouvertes, la porte ouverte, avec les courants d'air, et comme ça, au matin, il était mort. On devait le tenir debout pour le compter, pour qu'il y ait la soupe pour lui, dont le chef de bloc et ses capots en profitaient. Puis il y a un de nos camarades qui était un tailleur de la rue Lafayette, qui a eu un abcès dans le dos, mais qui n'a pas osé à l'infirmerie. Pour ça, je lui ai dit, bon, ben moi je me suis procuré un petit bout de fer que j'ai brûlé, etc. Je lui ai ouvert, je lui ai vidé. Et le bout de fer, je l'ai mis dans le feu et je l'ai cicatrisé. Mais il n'a été pas bien, et voilà que le chef de bloc l'a fait mettre au lavabo. Avec 3 autres, je suis allé le rechercher. Et ce chef de bloc m'a reproché, il avait aussi une matraque en fer enveloppée de caoutchouc. Il a voulu me frapper, je lui ai arraché la machin, je lui ai foutu une raclée. Le résultat, il a été me dénoncer aux SS. Et avec ceux qui étaient comme moi, condamnés, nous avons été envoyés au camp de Regensburg. Ce camp, c'était une usine là, qui fabriquait des avions à réaction, qui était souterraine. Et nous étions là pour créer la piste de départ, arracher le colza, piétiner le sol, là, pour en faire, mettre du sable dessus, piétiner avec nos sabots, et permettre d'avoir justement une piste de départ pour les avions. Bien. Le bloc où nous étions, qui était un hangar sur de la paille, c'était plein de poux, plein de punaises, tout ce que vous vouliez. C'était invraisemblable. C'était un camp effrayant. Bien. Et voilà que le secrétaire du camp a attrapé le typhus et il est mort. Alors le chef du camp demande quels sont ceux qui parlent l'allemand. Quels sont ceux qui écrivent l'allemand? Quels sont ceux qui parlent le français? Quels sont ceux qui parlent l'anglais, qui parlent le polonais? Moi, je ne parle pas le polonais. Bien. Et puis au bout d'un moment, ben, tu seras le Schreiber. Ça, le secrétaire du camp. Nous étions 600 dans ce camp, c'est tout. Bien. Et nous allons au travail. Et pour sortir du camp, là, les SS nous obligeaient à marcher au pas, pour marcher plus vite, jusqu'au champ de colza, et où on commençait à arracher, etc. Et donc j'ai dit au SS, un SS, qui était un Gärtner, un jardinier, autrichien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu nous fais marcher au pas si vite? On arrive, on est fatigué.
Dès qu'on a quitté le village, l'endroit de l'usine, on peut marcher normalement, on pourra travailler mieux, ce qu'il a fait. Mais un jour, je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'en arrivant là où on travaille, tu ne nous fais pas faire un feu de bois? On aura moins froid, on pourra travailler convenablement. On a fait un feu. Puis je lui dis, mais on a du bois, des planches. Si tu veux, on te construit une baraque. On te fera là un feu. Ah bon, ben construisez-moi. On lui a fait une baraque et un feu. Résultat, on pouvait travailler au ralenti. On a même pu saboter. Bien. Mais, un jour, nous avons été bombardés, nous commencions, par les Anglais, qui venaient bombarder avec les fameux B-52, les avions américains. Je vous parle du mois de février, mars 1945. Et donc, et nous sommes bombardés. Hein, et il y avait une baraque, là, à côté du baraquement, où il y avait les documents, les noms, les numéros des déportés. Et quand les bombes tombent sur nous, hein, eh ben j'ai mis le feu à la baraque. Il y a eu des morts parmi les déportés. Et le chef de camp SS nous a obligés à ramasser les morceaux et à refaire des corps pour savoir là, qui est-ce qui est mort. Là. Mais il y en a 3 d'entre nous, des Tchèques d'ailleurs, qui se sont évadés. C'est pour ça que j'avais mis le feu. Ils m'avaient proposé de m'évader avec eux. J'ai dit non, moi je ne peux pas. On a besoin de moi, je suis obligé de rester. Ils sont évadés. Donc, même en refaisant les corps, on n'a pas pu retrouver le nombre. Résultat, le SS m'a flanqué un grand coup de pied, une raclée. Et j'ai plus été le Schreiber. Pourquoi il vous a molesté? Parce que je ne pouvais pas dire quels sont. Combien il y en a maintenant qui sont. Combien il y a de morts, combien il y a de survivants, etc. Donc là, on est très proche de la fin. On est en mars 45, avril 45. Mars 45, fin mars. Et voilà que là-dessus, les Russes avancent, c'est à la frontière tchèque, autrichienne. C'est Ratisbonne où on était. Et voilà qu'il y a des camions pour amener nos camarades dans un autre camp. Et nous sommes 50 ou 60, où il n'y a plus de place dans les camions, dont moi. On doit marcher à pied. Nous partons à pied. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a rien à manger, qu'arracher de l'herbe. On arrache de l'herbe. J'ai même trouvé un jour un escargot. Je l'ai mangé. Je pensais que Dieu me pardonnerait. Et nous arrivons dans un village où les SS nous arrêtent sur la place du village et ils vont se servir dans toutes les boutiques, ils volent, etc. Avec des capots aussi, allemands. Et puis voilà qu'en face de nous, dans une maison, il y a une femme qui sort avec une gamelle et qui dépose par terre des pommes de terre. Alors tous mes camarades se sont précipités, j'ai eu beau leur dire, langsam, doucement, doucement, il n'y a rien eu à faire. Ben, il y a eu 2 morts.
Et nous repartons. Et de mort, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé? Non, parce que les autres les ont écrasés, piétinés. Vous savez, quand vous êtes faible, et le lendemain ou le surlendemain, nous arrivons à Dachau. À Dachau, on nous demande notre nom, notre pays, d'où nous sommes, etc. S'il y a le service administratif. Et puis il y en a un qui me regarde et qui me dit « Mais c'est pas ton nom ». Stourdzé, j'ai dit « Ah, je m'appelle Sordet aussi ». Ah, il me dit « Mais tu me reconnais pas, je suis de Lyon aussi ». Il est devenu après le ministre de la Justice, le nom. Et voilà qu'en tant que Français, on me donne un colis de la Croix-Rouge. Et il y avait dedans un pain de fruits confits, fruits secs, des faillots blancs et un paquet de cigarettes. Comme Français. Bon, et je suis mis dans le bloc 29, qui était moitié français, moitié belge. Bon. Quelques jours après, c'est donc début avril, il commence à y avoir une épidémie de typhus. Là-dessus, le 29 avril, à 4 heures du matin, les SS qui étaient sur les Miradors jettent leurs fusils, foutent le camp, et rentrent 2 Américains. C'était des Américains de l'armée Patton, du corps franc, qui étaient partis en avant pour nous libérer, parce qu'ils avaient entendu que les Allemands, les SS, nous fusillaient. Voilà comment ça a été libéré. Mais comme ils ont su qu'il y avait le typhus, ils nous ont interdit de quitter le camp. Et le lendemain, on nous a vaccinés contre le typhus. Quelques jours après, on nous a revaccinés une 2e fois, mais je crois qu'ils se sont trompés, qu'ils l'ont fait contre la typhoïde. Alors, ils ont dû vacciner une 3e fois. Il y a eu beaucoup de morts. Mais c'était un problème très difficile. Dans notre bloc, le chef de bloc, qui était un Polonais, a foutu le camp. Donc, c'est moi qui suis redevenu chef du bloc. Très bien. Alors, les Américains nous ont donné à manger. Mais de la soupe pleine de viande, pleine de porc, grasse, épaisse, etc. Et j'avais beau dire aux uns aux autres, doucement, doucement, là, il y en a qui ont mangé trop vite, en plus du typhus. Et puis un jour est arrivé Leclerc, avec plusieurs de ses hommes, et il était arrivé en Autriche à la maison des sports d'hiver de Hitler. Il a trouvé dans les caves des bouteilles de vin français. Alors, il a pu porter ces bouteilles au camp de Dachau. Et il a donné à chaque Français. Et j'ai eu beau leur dire, ne buvez pas. Il y en a qui ont bu beaucoup et qui en sont morts. Un jour, il y a un de nos camarades, ça faisait 1 mois qu'on était là, enfermés. Le gouvernement français nous avait promis un train sanitaire, qu'on attend encore. Non, des avions sanitaires. On les attend encore. Et un jour, un de nos camarades a fait le mur, là, et il est allé trouver de Lattre de Tassigny. C'était un colonel. Il a expliqué qu'on ne pouvait plus rester, etc. Alors Delattre a demandé aux Américains de prêter des camions. Et ils sont venus nous rechercher et nous ont emmenés
à Constance. Et là, on devait prendre un train sanitaire. Mais comme par hasard, le ministre du gouvernement de Gaulle a oublié de demander la permission aux Suisses qu'il n'y avait pas de train sanitaire. Donc nous avons couché dans l'église. Et le lendemain, on nous a ramenés, toujours les Américains, à Mulhouse. On nous a amenés dans une usine qui est celle qui fabrique du fil, une très grosse usine. Le nom me reviendra. Et là, on nous a rhabillés. Alors, au lieu d'enlever nos pyjamas, on nous a donné à moi un petit costume gris, mais pas croisier, de roi. C'est donc à ce moment-là que vous avez quitté votre habit de déporté? Oui, là. On quitte l'habit de déporté, on quitte les godasses, on quitte tout. On nous redonne un petit costume. Pas de chaussures. Quelques chemises, mais aussi pas en très bon état, mais pas beaucoup. Et puis une somme de 500 francs, ce qui à l'époque était beaucoup d'argent. Nous sommes déjà au mois de juin, début juin, 45. Alors je dis à un de mes camarades, un juif français, je lui dis, qu'est-ce que tu penses si on allait se payer un bon gueuleton? Il me dit, oui, mais on nous a interdit de sortir. Je lui dis, on sort quand même. On est sorti. On arrive dans une brasserie. On s'installe. Il y a le garçon qui vient, nous regarde, et va chercher son chef, qui vient nous dire, ici, on ne reçoit pas les loupards. Foutez le camp, on ne vous sert pas. Il faut dire que les cheveux commençaient à repousser, la barbe aussi, pas de chaussures, pieds nus, pas de chemise. Alors on s'en va. On va dans un autre, qui nous a mis aussi à la porte. Alors on est rentré au camp, on a eu à manger. Et le lendemain, on nous met dans le train. Donc ça c'est cette à Mulhouse, en France. tentative d'aller manger, c'est vos premiers pas dans la liberté, Ouais. dans la France libérée. Oui. Et voilà comment nous avons été reçus. Bien. Nous arrivons dans le train. Des wagons de 3e en bois. Bien. Et le train part. Au bout de quelques heures, ça allait pas très vite, on arrive à une gare. Et sur le quai de la gare, il y avait un buffet avec la Croix-Rouge. Mais dans les convois où on était, il y avait des prisonniers de guerre, il y avait des estéos. Je dois vous dire que Constance, moi j'avais eu le typhus aussi, et vous savez que le typhus, ça se manifeste par une diarrhée terrible. Alors je dis à nos camarades, ce Français qui était avec moi, là, je lui dis, on va aller en ville, on va bien trouver une infirmerie, et je vais pouvoir demander de l'élixir parégorique, c'est ce qui arrête là la dysenterie. Et on va en ville. C'était l'occupation française. Et nous arrivons à une infirmerie réservée aux femmes volontaires du travail enceintes. Alors on rentre, il y a une infirmière, tel soir, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à faire ici, foutez le camp. Mais donnez-moi de l'élixir parégorique. Non, rien, c'est pas pour vous, c'est pour les femmes. Partez pas, j'appelle la police. J'ai dit, si vous ne me donnez pas, je vous casse tout. Et il y avait là une petite armoire en verre avec des instruments de chirurgie. Et je l'ai renversé, j'ai cassé, elle m'a apporté un verre d'élixir parégorique, ce qui m'a calmé.
Donc là, on couche dans cette église et on est à Mulhouse, je vous ai dit. Donc, dans le train, on était très nombreux dans ce train de rapatriés d'Allemagne, prisonniers de guerre, volontaires du travail, STO, déportés, etc. Et puis quand les déportés, on veut approcher du buffet, on ne pouvait pas, on nous bouscule, on nous fait tomber. Là. Alors, à la gare d'après, je suis arrivé, je crois que c'était Langres, je suis arrivé là chez un colonel français, et je lui dis, voilà, nous sommes les déportés. Aidez-nous à avoir de quoi manger. Ah. Alors il a appelé d'autres militaires, d'autres soldats, d'autres officiers. Arrêtez tout le monde, les déportés doivent être servis les premiers. Et voilà comment on a eu même beaucoup. Et nous arrivons à la gare de l'Est. Et là, dans des autobus, on nous amène à l'hôtel Lutetia, qui était complet. Alors on nous amène à côté au cinéma Récamier. Ah. Cinéma Récamier, on nous donne certes du café, du pain, très bien, et on attend, au bout d'un moment, je dis, mon camarade, on fout le camp. Mais on nous dit, vous ne pouvez pas partir comme ça, vous devez attendre. Et foutez-nous la paix, on s'en va. Et on part. Et lui habitait une petite rue qui donne dans la rue Amelot, pas loin de la République. Et là, nous trouvons un autobus qui repart de l'hôtel Lutetia. Et je lui dis, ben, il va pouvoir nous amener au moins jusqu'à la gare de l'Est, c'est plus près de chez toi. Ah oui, où voulez-vous aller, rue Amelot? Ah ben, je vous dépose à la République. Il a donc fait le crochet pour nous déposer là. Là, donc nous avons été aidés, reçus par lui. Et nous allons jusqu'à sa rue, et là, au coin, il y avait une boulangerie. Et je lui dis, ben, on va se payer des croissants. J'entre, des croissants, il nous regarde. D'où venez-vous? Vous êtes fous? Je vous rappelle, au mois de juin 1945, il n'y en avait pas. Et puis il dit, mais c'est vous, mais votre femme va partir vous chercher à l'hôtel Majestic, l'hôtel Lutetia. Allez vite chez vous. Et à moi, il me dit, ben, il n'y a pas de croissant, je vous donne une baguette. Je dis, ben, je vous la paye. Ah non, non, rien du tout. Vous voyez qu'on a été bien reçus. On va chez lui, on a retrouvé sa femme, sa belle-sœur et son fils, qui, quand il a été arrêté en 1941 et déporté, et là, le fils avait 1 an. Là, il en avait 4 de plus. C'est vous dire, il était déjà grand. Alors la femme, tout heureux de le retrouver, nous a fait du café au lait. Ils avaient même un jambon que la cousine avait apporté. J'ai dit non, mais on ne mange pas. Et puis au bout de 2 heures, j'ai dit excusez-moi, je m'en vais. Et l'oncle de ma femme, là, avait une grosse affaire de bimbeloterie dont je vous ai parlé à Lyon, qui était cité Magenta, au coin du boulevard Magenta. Alors je suis allé jusqu'à la cité Magenta. Malheureusement, c'était fermé, des volets noirs, et il y avait un papier, là. Je n'ai pas de lunettes, je ne vois rien. Et je dis au premier homme qui passe, monsieur, pourriez pas me lire, là? Allez vous faire foutre. Bien, monsieur. Deuxième, vous pouvez pas me lire, allez à l'école. Troisième, là, pas de loupard, de nouveau. Une femme, enfin, me dit, ouvert
le mardi et le jeudi, de 15h à 17h. Je lui dis, mais quel jour sommes-nous? Il me dit, on est lundi, mais d'où venez-vous? Je dis, de Dachau. Ah, c'est pas possible. Venez chez la concierge sur le boulevard Magenta, on saura où est ce monsieur que votre oncle. Alors on y va, je demande à la concierge, monsieur Bloch. Ah, il viendra peut-être ce matin chercher son courrier, mais en principe, il vient que demain. Mais je dis, ben, je vais attendre un peu, asseyez-vous, une tasse de café, vous dites, voilà, très gentil, bien. Mais au bout d'une heure, j'en ai eu assez, ils ne venaient pas. Ben, où est-ce qu'ils habitent? À la Muette. Je suis donc parti. On m'avait dit que je pouvais prendre le train, le métro, et que je n'ai pas à payer. Alors j'arrive au métro à la République pour aller à la Muette, c'est direct. Et je prends le métro, je suis entré sans payer. Le contrôleur m'a accepté. Et c'était plein. Mais au bout d'un moment, les gens me marchaient sur les pieds, me bousculaient, ben, je me suis évanoui. Il y a 2 femmes qui m'ont relevé, qui m'ont fait asseoir. Où allez-vous? À la Muette, à tel endroit. Elles sont tenues à descendre, à m'aider à monter les escaliers. Après, ils m'ont laissé. Et j'arrive là où habitaient monsieur et madame Bloch. Je vois la concierge, monsieur Bloch, au 2e. Je monte, il y avait l'ascenseur, là, au 2e. Je sonne, je ressonne, j'attends, on vient, on ouvre avec les chaînes. Monsieur Bloch, il est mort, et on me referme mon nez. Je repars, je vais redemander à la concierge, elle n'est plus là. Il y avait une cour, je vais dans la cour, concierge, personne, puis tout à coup, en face, au rez-de-chaussée, une fenêtre qui s'ouvre et je vois une femme qui a une robe de chambre bleue. C'est le bleu qui... Et tout à coup, cette femme me dit, « Mais c'est vous, Marcel !» C'était la mère de la tante de ma femme. Elle vient me chercher, m'amène chez elle. Je dis, je suis désolé pour M. Bloch. Il dit, non, il va arriver d'une minute à l'autre. C'était celui de 2e qui était mort, mais c'était pas eux. Ils m'ont donc accueilli, là, et rhabillé, si je puis dire, là, chaussettes, chaussures, tout à manger. Or, je ne pensais vraiment qu'à manger. Et je dis à Bloch, vous avez de la viande? Ah non, j'en ai pas aujourd'hui. Je vous rappelle que c'était avec les cartes, etc. Mais on ne peut pas en trouver. Elle m'a dit, mais il y a nos amis qui habitent près de la rue de Passy, c'est pas loin, eux, ils ont sûrement de la viande. C'est eux qui, à Lyon, avaient amené mon fils d'1 an et demi chez ma belle-sœur du côté de Saint-Amand dans le Cher, où il a été sauvé. Je connaissais bien ces gens. Nous arrivons chez eux avec la cousine de ma femme qui me conduisait, là, parce que moi, je n'avais pas de lunettes, je ne voyais pas bien, j'avais du mal aussi à me déplacer. Et là, on arrive chez les Pinto. Ah, monsieur Marcel, est-ce que vous avez de la viande? Ah oui, mais il est au four, c'est un rôti de veau. Il dit, ben, vous me le donnez. Elle me l'a donné. Je l'ai emmené, au revoir. Pour arriver chez Madame Bloch, voilà, j'ai la viande et faites-moi des frites avec. Voilà ce qu'elle m'a fait. Là, après, ma cousine m'a amené chez mon opticien qui était près de Saint-Philippe-du-Roule, là, et pour que je me fasse refaire des lunettes, voilà, et je dois dire qu'en y allant aux Champs-Élysées, au coin, là,
nous avons trouvé une boulangerie-pâtisserie qui avait des gâteaux. J'ai dit à ma cousine Paulette, ben, on va s'en payer. On est entré, j'ai voulu, la patronne m'a regardé. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je dis, ben, je rentre du camp de Dachau. Qu'est-ce que je vous dois? Rien du tout, monsieur. Alors justement, là, ils n'ont pas voulu que je paye. On est dans le Paris de l'été 1945. Oui. Il nous reste très peu de temps. C'est pourquoi il faudrait qu'on concentre notre propos sur quelques points. Oui. D'autres qui, je vous ai dit, qui étaient vraiment désagréables, etc. Donc nous nous trouvons là. Pour moi, accueilli chez l'oncle, c'est eux qui me logent, sans problème. J'ai attendu quelques jours, puis je suis retourné à la direction des Monoprix. Mais sans avoir beaucoup de force, parce qu'il fallait que je récupère, etc. Là, j'ai été accueilli à bras ouverts, si je puis dire, sans problème, recommencer à travailler, à refaire ma place, etc. Mais avec beaucoup de mal, mais en habitant toujours chez l'oncle et la tante, qui m'ont considéré comme leur fils aussi. Alors on a parlé de tout ce qui m'était arrivé, de ce qui était arrivé à ma femme, à mes frères, etc. Et je dois dire que à droite et à gauche, là, oui, à la direction, à la centrale d'achat, ça allait très bien, mais avec des fournisseurs, pas toujours. J'étais peut-être un peu difficile, plus difficile, là. Mais les gens déportés n'étaient pas vus d'un bon œil. Bon. Et puis les mois passent, et un jour, je vois Robert Weitz, l'hématologue qui était rentré, qui me dit, mais tu es complètement fou. Tu es plein de maladies, de trucs, et il faut que tu ailles voir le service des armées. Alors c'était à ce moment-là à Bercy. Donc c'était 3 mois après mon retour, je vais là. Oh, quelle catastrophe. Là, les médecins de l'armée militaire pour les déporter. C'est pas possible. Comment Oui, vous avez le typhus, oui, vous saignez, oui. Vous avez du mal à marcher, oui. Vous avez les pieds qui commencent à s'enfler. Il faut que vous alliez aux à l'hôpital militaire, pas des Invalides, l'autre. On était très mal reçus. Vous êtes allé au Val-de-Grâce. Au Val-de-Grâce. Parce qu'il fallait faire des examens, des radios déjà. Là. Mais tous ces... Je trouvais que c'était pas possible. Pour vous donner un exemple, quand je dis, mais j'ai pas de dents, j'ai besoin d'appareil. C'est pas possible, vous n'avez rien aux joues. Normalement, j'aurais dû avoir un éclat d'obus ou une balle qui m'aurait fracassé la mâchoire. C'est pas possible. Et tout était comme ça. Et ça, c'était les tortures de votre arrestation, les dents ou... Les dents, alors, c'est Barbie qui m'a cassé les dents.
C'est donc, ça a commencé là. Mais c'était la vie au camp. Or, quand j'étais au camp, non, c'est 47, là, j'ai rencontré Colette, tout à fait par hasard, et nous avons décidé de nous marier ensemble, remarier. Donc, si vous voulez, par rapport à 43, ça faisait 4 ans que j'étais veuf. Là, nous sommes remariés, et là, je me suis racheté une voiture, et un jour, je vais à Strasbourg pour aller aux affaires avec ma femme, et quand on arrive à l'hôtel, elle me dit, mais pourquoi tu descends pas? J'ai dit, mais je ne peux plus bouger mes jambes. J'ai eu les 2 jambes paralysées. Alors j'ai appelé le professeur Weitz qui m'a amené là aux hôpitaux de Strasbourg. Là, on m'a examiné, on m'a dit, oui, mais il y a quelque chose à la colonne. Et là, il faut rentrer à Paris, à la Pitié, où il y a un spécialiste, etc. Donc on m'a ramené en ambulance, là. Et à l'hôpital, là, le grand patron m'a dit, oui, mais je peux vous opérer. Mais si ça réussit, vous serez allongé 3 ans à Berck. Et si ça ne réussit pas, ben vous pouvez rester sur le billard. Parce que je peux toucher à la moelle épinière. Et alors ça, ce qui vous est arrivé à ce moment-là, est-ce que c'était lié à la Oui. vie dans le camp? Alors, c'est un jour, je suis passé à côté d'un SS. Il était appuyé sur une grande pelle, comme on faisait dans le temps. Il a trouvé que je ne le saluais pas assez vite. Paf, avec sa pelle, il m'a foutu un coup sur la colonne, sur le dos, de toutes ses forces. Il m'a mis KO. J'ai été 3 jours à l'infirmerie, mais le 4e, je suis retourné travailler où j'étais mort. J'avais mal. Quand je suis rentré, j'avais mal. J'ai dit, bon, mais il faut que je me réinsère. Et bien, 2 jours, j'ai eu les 2 jambes paralysées. Alors, comme je n'ai pas voulu qu'il opère, on m'a mis dans un plâtre pendant 2 mois et demi, les jambes à l'équerre, massage et tout. Et puis j'ai dit, je vais remarier. Alors, on m'a fait faire un corset en cuir et acier, comme on faisait dans le temps. Grande barre d'acier, comme ça, la même chose dans le dos, ça pesait 16 kilos. Et des béquilles, pas des cannes. Et j'ai dit, je vais remarcher, en traînant les jambes, mais reprendre mon travail, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, voilà. Et puis un jour, j'ai découvert, en trouvant des poupées à Saint-Claude, chez un fabricant de poupées, qu'on pouvait faire des poupées en résine. Alors j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas des corsets en résine? Je suis retourné au service de santé de l'armée, en proposant, allez voir le fabricant de corsets. Je lui ai proposé. Il m'a dit, bon, ben, je vais essayer. On a essayé sur moi le premier. Et depuis 40 ans, tout se fait en résine. Alors voilà, vous savez, là, il est 14h35. Ah ben, je vais m'en aller. Et attendez, en fait, on va se limiter à 2 questions, si vous êtes d'accord. 2 dernières questions. La première qui m'intéresserait, c'est de savoir à quel moment, à quelle époque, vous avez vraiment parlé de ce qui vous était arrivé. Quelles sont les étapes dans votre vie depuis 60 ans où vous avez parlé de ce qui s'était passé? Je dois dire, tout de suite, comme mon camarade qui habitait près de la rue Amelot et autres, là,
De même que pendant la guerre, je me suis occupé de la Fédération des sociétés juives de France, c'est-à-dire tous les juifs qui venaient sur toute Pologne. Là, j'ai recommencé avec eux et j'ai rencontré aussi d'anciens déportés. Je dois dire que c'était en 1945, c'était rue d'Alésia. J'ai été invité à une réunion d'anciens déportés dont les 9/10 n'étaient pas juifs. Et il y en a un qui dit qu'il y a deux catégories de déportés, les déportés de la résistance et les déportés raciaux. J'ai dit, mais je ne vous permets pas d'employer ces termes. Là, il n'y a que les SS et la milice qui nous appelaient comme ça. Là, et c'est là qu'on a décidé. Là, alors eux, ils avaient créé la FNDIR, de créer la FNDIRP, et d'appeler les déportés politiques. Là, et j'ai dit, voilà, je dois vous dire que tous ceux qui ont été déportés auraient dû être résistants. Tous les Français auraient dû l'être, mais tous les Français ne pouvaient pas être juifs. Donc je suis plus fier d'avoir été déporté comme juif que comme résistant. Hein? Voilà comment. Là-dessus, j'apprends qu'il s'est créé l'association des déportés juifs de France. Ah, j'ai dit ça. Et qu'est-ce que vous faites avec les déportés qui viennent d'autres pays et qui sont maintenant en France? Il s'agit déjà de 1947. Ah, mais j'ai dit, bon, ben, on va créer l'association indépendante des déportés juifs que j'ai créée avec d'autres. Donc je me suis déjà occupé beaucoup. Là, d'autre part, je me suis battu avec le ministère des anciens combattants, le service de santé, pour qu'on reconnaisse toutes les invalidités là, des uns et des autres, là, tout ce qui leur est arrivé après, là, d'autant plus que 2 ans, 3 ans après, j'ai eu l'articulation des orteils, ça s'est commencé à gonfler comme ça, il a fallu m'opérer et me rattacher le pouce à l'os. C'est parce que j'ai travaillé dans l'eau glacée. Et voilà ce que j'ai eu. Il fallait qu'ils le reconnaissent. Et comme ça, beaucoup d'infirmités, c'est le pulmonaire, etc. Mais il fallait se battre non seulement pour moi, mais pour tous mes camarades. Or, je vous rappelle que, à l'origine, ils étaient tous sur les règlements de 1921 de la Première Guerre. Alors, il n'y a pas eu les mêmes infirmités que ceux inhérentes au coup, la déportation, etc. Il y avait aussi des pieds gelés, des poumons, etc. Mais la tuberculose, etc., ce que nous n'avions pas. Il n'y avait pas de tuberculose dans les camps, mais il y avait autre chose. Voilà pourquoi... donc je me suis occupé de tous les déportés. Donc en fait, c'est dans ce contexte que vous avez échangé sur ce qui vous était arrivé, que vous avez raconté. Oui. Un jour, j'ai été invité à faire une conférence sur la gestion des grands magasins à Subdeco. Mais ça leur a tellement plu les explications que j'ai données qu'on m'a demandé de faire un cours. Voilà comment je suis devenu professeur d'économie. L'année d'après, j'ai été invité à l'université allemande de... Bon.
pour faire une conférence d'économie. Mais j'étais avec mes béquilles, mon corset de l'époque, et je dis aux étudiants allemands, vous voyez, je viens, je suis juif et j'ai été déporté. Mais jamais je ne reprocherai au fils la faute des pères. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir vous faire une conférence d'économie. J'ai été très applaudi et même l'année dernière, j'ai encore reçu une carte de vœux pour le nouvel an d'un de ses élèves. Ça se passe à quel moment, ce déplacement en Allemagne? 1950, procès contre Lié-Farben, où nous travaillons. Or, je vous rappelle qu'en Allemagne, encore aujourd'hui, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est le tribunal qui fait l'instruction. Donc, au lieu de durer quelques semaines, ça dure 2 ans au moins, car on vous convoque tous les 15 jours. Donc, nous étions 3 principaux témoins, le professeur Robert Weitz, un Autrichien, juif autrichien, qui était même à la Banque nationale d'Autriche après son retour, contre Lié-Farben. Parallèlement à ce que nous faisions, je vous rappelle qu'il s'est créé aux États-Unis la Clems Conférence pour aider justement des déportés, là, car il y en a beaucoup de pays de l'Est qui se sont réfugiés après la guerre aux États-Unis. Là, donc, comme les communautés juives aux États-Unis étaient toutes faites d'immigrants venant d'un peu partout, là, même des juifs très anciens qui étaient venus non seulement au moment de l'expulsion des pogroms de Russie de 82, mais d'Espagne même. Oui. Là, donc au XVIe siècle. Là, donc ils ont créé la Clems Conférence. Nous avons gagné là contre Lié-Farben, qui a fait appel. Mais la Clems leur a proposé un arrangement. Donc ça nous a permis, ça devait être en 56 ou 57, de donner à chacun de ces survivants qui avaient travaillé pour Lié-Farben 6 000 francs. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc, il a fallu avoir une commission en France. C'est pour ça que je présidais, une commission en Belgique, j'ai présidé aussi, en Hollande aussi, en Italie. C'est là que j'étais avec Primo Levi. À Milan, ben, il était au camp aussi avec moi. Vous l'avez connu au camp, Primo Levi? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler, alors, ça sera la dernière chose qu'on va évoquer, parce que malheureusement, on a plus que 5 minutes avant la prochaine personne qui viendra parler. Est-ce que vous pouvez me parler de Primo Levi au camp, alors? Dites-moi. C'était comme les autres. La seule chose, comme avec lui, comme avec Weitz, comme avec les professeurs de médecine et autres, des ingénieurs qui étaient là, Roland H., etc., qui survit encore aujourd'hui. Là, il s'occupe aussi de beaucoup de choses. Nous pouvions, dès qu'on rentrait, après l'appel, etc., pouvoir bavarder un peu entre nous. Le dimanche après-midi, on pouvait bavarder un peu plus, mais tous les 15 jours seulement. Ce qui nous permettait, où on allait soi-disant être malade, aller à l'infirmerie, on pouvait bavarder là, pour essayer de donner des forces aux uns et aux autres, et surtout, là, parallèlement, de voir comment on pouvait réagir à l'égard des capots, à l'égard des uns ou des autres, etc. Je vous rappelle qu'un jour, il y a le nommé Nakache qui est venu, le champion de natation. Or, il y avait une espèce de cuve énorme où il y avait l'eau pour le camp, mais qui avait 30 mètres de long. Et voilà que les SS ont décidé
de faire nager Nakache contre les nageurs de l'armée allemande et de la Luftwaffe, plusieurs. Moi, je lui dis, Nakache, tu dois perdre, ne gagne pas. Mais que je leur montre que je suis plus fort, etc. J'ai dit, je te défends. Pendant un mois, ils l'ont bien nourri. Pour que... Eh bien, il a été nager et il a perdu, parce que je lui avais dit de perdre. Là, alors, ils ont décidé de recommencer 15 jours après, là, pour avoir la revanche. J'ai dit, tu perds. Sans ça, t'es foutu. Non. Il y a eu un champion du monde de boxe, là, qu'ils ont fait boxer, là, le champion. Je lui ai dit, tu perds. Mais il est monté sur le ring, ça a duré 2 secondes, et il a mis l'Allemand KO. Et bien, ils l'ont tué. Alors parlez-moi de Primo Levi, décrivez-moi votre amitié ou votre lien, Un homme et décrivez-moi cet homme. Capable, qui a tout fait autour de lui aussi pour expliquer aux uns et aux autres, hein, qu'il fallait se battre pour survivre, et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et quand on parlait ensemble, il racontait aussi de ses études, comme moi je parlais de la Torah, etc. On échangeait des idées à cet égard, voilà. Mais on n'avait pas beaucoup de temps. Hein. Est-ce que vous pouvez me le décrire physiquement? Physiquement, c'était un monsieur pas très grand, mais qui avait repris beaucoup de force, si je puis dire. L'un qui était plein d'énergie, hein, mais surtout très gentil. Et dans le camp, est-ce qu'il vous a dit un jour que un jour vous raconteriez ce que vous aviez vécu? Non, non, non. Nous parlions qu'on serait libérés, mais simplement qu'on serait libérés. Et qu'est-ce qu'on fera? Et on parlait surtout, quand on serait libérés, c'est de se nourrir, c'est de se manger, c'est de ne pas avoir froid, de s'habiller. On ne parlait pas du tout de raconter ce qui s'était passé, etc. Mais il a éprouvé le besoin, là, de le dire. D'autant plus que en Italie, voilà, il y a eu une majorité là qui n'était pas très sémite. Et alors, parlons aussi de Primo Levi, encore un mot. Lorsqu'il écrit « Se queste è un homo », quand il écrit « Si c'est un homme ouais. », est-ce qu'il vous l'envoie? Est-ce que vous êtes encore en contact? Est-ce que vous avez su que ce livre paraissait? Oui, j'ai su que ça paraissait. J'ai su que je me suis procuré, mais c'est tout. Mais il ne me l'a pas envoyé. Là, je dois dire que ça ne me gêne pas, je vais les acheter. C'est pas un problème pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, le livre, pareil, me semble en 1947, et que ça passe dans l'indifférence générale. L'indifférence générale. Mais pendant le 20 ans, c'était indifférent. Donc vous revoyez Primo Levi en quelle année? Dans les années 50? Oui, dans les années 55. Là, oui. Et est-ce qu'il avait changé? Qu'est-ce qui avait changé chez lui? Ah ben, il avait changé, c'est qu'il s'était réintégré, si je puis dire, là, mais il en voulait beaucoup à tous les Italiens. Et on a décrit quelquefois un Primo Levi assez mélancolique, que ce soit dans le camp ou après. Après, il était. Vous l'avez senti, ça? Oui. Vous étiez en contact régulier avec lui? Non. Je l'ai été plus à l'époque pour le faire. Après, je n'allais pas souvent. Il m'arrivait une fois tous les 4 ou 5 ans de le rencontrer pendant 1 heure. C'est tout. Et de quoi vous parliez à ce moment-là? Ah ben, on parlait justement comment on vit maintenant, de constater que les gens ont changé quand même, là, que le racisme est moins grand, que l'antisémitisme est moins grand, que d'un autre côté, Israël s'était créé. Et qu'est-ce qu'il en pensait, lui, d'Israël? Il était partisan. À ce sujet, toujours encore sur Primo Levi,
comment vous avez envisagé ce qui se passe en 1987? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver? Et pour vous, qu'est-ce qui se passe en 1987 pour Primo Levi? Pour moi, là, il se passe que des problèmes individuels et non pas des problèmes généraux. Primo Levi aurait eu tendance à estimer que c'était un problème plus vaste, et pas seulement lui. C'était tout un ensemble, non seulement d'un groupe, mais également d'hommes, comment dirais-je, des hommes qui sont plus intellectuels. C'est ça qui était le problème. Quand est la dernière fois que vous avez vu Primo Levi? Oh, il doit y avoir 30 ans de cela. Je vais vous dire que... Si vous voulez, je vous propose de terminer cette séance avec le visage de Primo Levi. Oui, mais... Et par cet hommage, au fond, à lui. Et vous remercier. Je pense... Il y a des choses que je vous ai dites qui sont plus personnelles. Il ne faut pas il faut savoir choisir. Là, je vous dirais, moi, dans toute ma vie, j'ai essayé pour ma satisfaction, pour la mémoire de mes parents, pour mes frères, de faire tout ce que je pouvais autour de moi. Mais, contrairement à ce que un jour un grand rabbin d'Israël ou un grand rabbin de France ont dit, s'il y a eu la Shoah, c'est la faute des Juifs qui ont péché. C'est une vision, là, que je ne peux pas approuver ni comprendre. Là. S'il y a des hommes mauvais, c'est parce que les bons n'ont peut-être pas fait tout le nécessaire pour rendre bon tout le monde. Là. Malheureusement, autour de nous, c'est difficile. Voyez en Israël, quand Rabin voulait créer une constitution, et une constitution laïque, il a été assassiné par des religieux. Moi, je vais vous poser une question qui n'est pas enregistrée. Vous avez entendu parler des problèmes ici de la laïcité. De quand date la laïcité en France? De quand date la laïcité, c'est une question compliquée. En tout cas, la loi, il y a une loi depuis l'époque, enfin, à la suite de l'affaire Dreyfus. Et la loi, c'est 1905. Non, là, 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais la laïcité existe dans la Constitution, oui, qui date de la Révolution. De la Révolution, bien sûr. Mais la laïcité date de Philippe le Bel, qui a refusé l'autorité du pape, oui, sur le gouvernement, sur le roi. C'est donc au début du XIIe siècle. C'est ça. C'est vrai qu'on appelle laïcité, et il y a la laïcité et il y a l'histoire de la sécularisation, qui sont des choses différentes. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Les choses sont liées. C'est une forme pratique, oui, de laïcité. Oui. Là. Mais malheureusement, vous avez trop de chefs civils et religieux
qui ne se préoccupe pas des besoins de l'ensemble du peuple. Et c'est ça qui fait malheureusement que nous n'avançons pas dans le monde. Voilà. Et regardez les massacres qui se passent en Afrique. Là, ce qui vient même de se passer en Côte d'Ivoire. Là, de ce qui se passe, il commence à changer en Algérie. Là. Mais par contre, des pays qui appliquent la laïcité, comme le Maroc, ou la Tunisie, là, ou l'Espagne, et qui peu à peu deviennent des pays riches. Parce qu'ils respectent toutes leurs populations, tous leurs citoyens, tous leurs habitants, et même les autres. C'est donc pour moi très important. Vous voulez que je vous aide à vous lever? Ah oui.